Prends GTA. Le jeu, il est codé de telle manière que il te donne à voir ce que tu as besoin de voir au moment où tu as besoin de le voir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si le jeu devait restituer l'ensemble de la carte... Ça demanderait trop de puissance de calcul. Mais est-ce qu'en fait, la physique quantique nous dit pas que le monde fonctionne de la même manière ? Est-ce qu'un arbre fait du bruit quand il tombe, quand on n'est pas là, quoi ? Il m'a mis en haut d'une montagne et quand j'ai retiré le casque ensuite... T'as eu un vertige, quoi. J'avais l'impression que le réel était plus réel, en fait. Ils ont formé des agents de la CIA à faire du remote viewing, donc accéder à des informations à distance, qui faciliterait un phénomène qu'on appelle sortie de corps ou projection astrale, et dans lequel on pourrait en fait se déplacer, avoir une partie de notre conscience qui se délocaliserait et qui serait capable d'accéder à d'autres parties du monde et peut-être même d'autres dimensions. Quand t'es espion, c'est vachement pratique, hein. Dans l'intelligence artificielle, c'est les mains qui déconnent généralement. Et en fait, dans les rêves, les mains déconnent. Loïc, bienvenue dans Silicon Carnet. Merci beaucoup. Écoute, je suis ravi parce que j'ai lu ton livre. Ça s'appelle La simulation. Je le montre ici à la caméra. Comme je te disais, j'ai pas trop l'habitude de parler de bouquins. C'est pas un exercice que j'aime faire. Je reçois énormément de livres. Et moi, je suis un littéraire et je ne lis que des romans. Et il se trouve que ton livre, beaucoup de monde m'en a parlé avant de le recevoir. Tout le monde m'a dit « Ah, c'est génial, il faut absolument que tu le lises, il faut que tu en parles dans Silicon Carnet. » Ça parle de la Silicon Valley, ça parle de ce sujet de la simulation. Est-ce que notre réalité n'est pas une simulation, etc. Et je me suis dit « Ouais, bon, alors si tu veux, c'est un sujet qui, dans la Silicon Valley, est un sujet sérieux d'abord. En fait, c'est pas un truc qu'on traite à la fin d'un dîner en rigolant et en se disant non, c'est un truc qui existe depuis longtemps. Et puis finalement, je l'ai reçu et j'ai commencé à le lire. Et là, j'ai dévoré, quoi. J'ai dévoré de la première à la 400 et quelques pages, quoi. C'est un bouquin qui est assez complet. Donc merci, bravo, c'est super bien écrit. C'est un roman. Moi, je l'ai lu en tout cas comme un roman. Il y a un côté même un peu orwellien dans le sens où tu te mets en scène toi. On rencontre des personnages. Il y a des rebondissements. C'est écrit comme un thriller. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc bravo, félicitations pour l'écriture. C'est un vrai travail d'écriture. C'est pas simplement un reportage à charge sur la Silicon Valley et ses délires techno, j'en sais rien, fascistes diront certains, quoi. Donc d'abord, je voulais te féliciter, quoi, en fait, pour cette écriture qui est très réussie. Eh ben merci, trop bien, je suis hyper honoré. Merci beaucoup. Non, c'est sincère. Alors, il y a un truc qui est vachement intéressant dans ton bouquin. Alors, il commence un petit peu comme une enquête. Je le disais, c'est un peu un thriller métaphysique. Et puis, ça démarre avec Elon Musk et cette conférence en 2016, qui est une conférence qui est très connue dans la Silicon Valley, qui s'appelle la Code Conference, organisée par Recode, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Où vont des gens triés sur le volet, des gens de la Silicon Valley. Et là, il est interrogé par Joshua Topolsky et il va évoquer cette hypothèse un peu folle, comme quoi notre réalité n'est peut-être pas la réalité avec un grand L, et que notre monde serait donc une simulation. Et du coup, toi, ça te fascine, ce truc-là. Bon, tu t'intéresses à la Silicon Valley depuis un petit bout de temps, tu avais déjà écrit un bouquin sur le sujet, et puis tu décides de partir. Donc là, c'est très intéressant parce que il y a même un voyage, quoi, quelque part. Un peu, tu arrives, tu débarques dans la Silicon Valley, tu te retrouves à Auckland et tu pars à la recherche parce que on parle de 2 milliardaires qui financeraient des études scientifiques pour essayer de prouver que notre réalité est simulée. Et donc, tu pars avec ton baluchon essayer d'identifier ces 2 milliardaires. Donc, on comprend assez vite que le premier, c'est Elon Musk. Hein, mais qui est le deuxième ? Et tu arrives dans la Silicon Valley que tu connaissais déjà ? Ouais, je connaissais un peu parce que mon précédent roman, Le syndrome de Palo Alto, racontait en fait déjà un peu l'enfer de cet univers à travers l'histoire d'un fondateur en fait de start-up qui se faisait débarquer, comme ça arrive tout le temps, mais qui au lieu de rebondir et de partir sur le projet d'après, le vivait un peu mal et décidait de se radicaliser. Et puis même dans le cadre de mon travail journalistique, en fait, effectivement, j'y suis allé à chaque fois que j'ai pu pour faire des reportages sur
Moi, mon idée, c'était, ce qui m'a toujours intéressé avec la Silicon Valley, c'est ce côté un peu fabrique du réel. C'est un endroit où, en fait, on invente des produits qui finissent par déferler dans nos vies, par totalement changer les usages. Et donc, du coup, quitte à essayer de comprendre ce qui se passe, autant aller à la source. J'avais fait aussi des reportages sur le transhumanisme, par exemple. Enfin, voilà, ces sujets qui sont un peu juicy et qui, en même temps, parlent de notre monde. Donc, c'est un peu dans ce cadre que la simulation s'inscrit. Il y a un point de départ, c'est en 2016, au même moment où il y a cette fameuse Code Conference, il y a aussi un article du New Yorker. Sur Sam Altman, d'ailleurs. Sur Sam Altman, voilà, qui n'est pas le Sam Altman d'aujourd'hui. Bon, toi, tu le connais, je pense, parce que voilà, c'est quand même le patron de Y Combinator à l'époque, donc j'imagine que ton audience sait qui c'est, mais pour en fait le mec un peu lambda, et moi le premier, si tu veux, ça me disait pas grand-chose. Et en fait, ce qui va être assez intéressant, c'est que cet article raconte la naissance d'OpenAI et l'obsession d'Altman plutôt sa crainte obsessionnelle, je dirais, à l'idée qu'une IA puisse un jour nous dépasser intellectuellement et nous asservir. Et donc, on comprend qu'OpenAI est monté justement pour pallier préventivement à ça. Et l'article raconte donc, et c'est là le vrai point de départ, qu'il y aurait 2 milliardaires de la vallée, donc persuadés qu'on vivrait dans une simulation, qu'aurait embauché une équipe de scientifiques pour trouver un glitch dans le code de la réalité. Un glitch, c'est ça, c'est-à-dire le bug qui démontrerait... Parce que la meilleure façon de démontrer que nous sommes dans une simulation, c'est de trouver le bug. Alors, ça rappelle Matrix, bien évidemment, le déjà vu avec le chat noir de Matrix, si vous avez la référence, bien évidemment. Et ces 2 milliardaires, alors c'est intéressant parce que tu lis ça justement au début d'OpenAI. C'est pour ça que je dis qu'on reconnaît très très vite Elon Musk, parce qu'on sait que Sam Altman s'est tourné très rapidement, ou Elon Musk s'est tourné très rapidement vers Sam Altman qui, pour financer OpenAI, il y mettra plus de 38 millions de dollars. Là, en ce moment, il y a un procès en cours qui justement où Elon Musk considère qu'il s'est fait avoir par le projet OpenAI, qui visait justement à faire en sorte que on puisse résister aux géants Google, parce que c'est la légende dit qu'il y a eu un dîner entre Elon Musk et Larry Page, où Larry Page a fait très peur à Elon Musk. Google, à l'époque, venait de racheter DeepMind et avait mis au point les Transformers et faisait des avancées spectaculaires dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ça aurait terrorisé Elon Musk. Et il s'est dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et il s'est rapproché d'OpenAI pour contrer les projets machiavéliques, en tout cas transhumanistes de Larry Page. Donc on comprend, d'ailleurs dans ton bouquin, alors je ne sais pas si révéler ce truc-là, mais le 2e milliardaire, à la fin, moi je ne l'ai pas... Je l'ai pas reconnu complètement. Ou alors, est-ce que c'est le frère de Elon Musk? Tu laisses un peu la porte ouverte, là. Ouais, c'est une hypothèse que je pose, parce qu'en fait, c'est vrai que pour le coup, le point d'entrée, c'est qui sont les milliardaires, mais très rapidement, ce que va devenir ma quête, et en fait, je dirais le fil rouge du livre, c'est surtout qui sont les scientifiques. Quel genre de scientifiques essaient de comprendre comment fonctionne la réalité, où on regarde si on veut trouver un glitch. En fait, c'est vraiment la dimension beaucoup plus métaphysique qui va m'intéresser. Alors, c'est vrai que dans le livre, je multiplie un petit peu les tentatives pour essayer quand même de savoir qui sont ces milliardaires. Je suggère que ça puisse être effectivement le frère Kimball, parce que quelque part, il est milliardaire aussi. Et Musk, dans la conférence, la Code Conference, justement, parle de son frère. Mais c'est vrai que voilà, sur ce point-là, tu ne l'as pas complètement, t'as pas la preuve du deuxième. Non, j'ai pas la preuve du deuxième, ouais, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, justement, effectivement, dans la première partie du bouquin, tu cherches le rationnel, tu vas à la rencontre de scientifiques. C'est pas facile, d'ailleurs, tu dis au départ, quand tu arrives dans la Silicon Valley, que tu essayes de trouver des témoins, enfin, des gens qui travaillent à ce truc-là. Les gens rigolent un peu, quoi. Ils te disent, ouais, non, c'est pas très sérieux. Et tu as du mal à
choper des gens sur ce sujet-là. En tout cas, des gros bonnets. Par exemple, j'essaie d'avoir Altman en me disant, il est pas très connu ce mec-là, donc j'use un peu de tous les moyens possibles et imaginables. On me dit non, j'insiste en disant non, mais quand même, je suis à San Francisco. Enfin, faites un effort. Vraiment, on peut même faire un coup de fil, un petit entretien et tout. Et bon, je comprends qu'en fait, un type comme Altman, c'est pas Musk en fait. Musk, mon sentiment, et tu peux me le confirmer peut-être, mais c'est que quand Musk il parle de simulation, qu'il y croit ou pas, il fait aussi toujours de la publicité pour Tesla, en fait, vu qu'il investit pas $1 en promotion quelque part. Il balance des grandes idées, c'est repris partout, on parle de Musk, donc on parle de ses produits. Altman, c'est pas trop ce profil-là, en fait, il est plutôt low profile, en tout cas à cette époque-là. Et ouais, même ça a changé, aujourd'hui on le voit beaucoup plus oui. dans les podcasts, etc. Mais c'est intéressant parce qu'il a un discours presque de doomer, surtout en ce moment. Il explique que il se prépare à la fin du monde, que ça risque de péter, qu'il faut absolument travailler à ce que tout le monde puisse bénéficier de ces avancées technologiques, parce que sinon il y a un risque de révolution. Mais il prend la parole, mais pas du tout de la même façon que Musk, ou Musk qui a encore une vision un peu émerveillé du futur, du progrès, et qui nous promet de l'abondance, des choses comme ça. Ouais, c'est deux personnages différents. Ouais. Musk, en fait, quelque part, quand il prend la parole, t'as quand même le sentiment qu'il a une espèce de liberté absolue. Il dit ce qu'il a envie de raconter. Alors que fuck you money, quoi. Ouais, bon, et c'est pas un problème en fait. Ouais. Alors que Altman, t'as toujours l'impression qu'il y a quand même une espèce d'arrière-pensée un petit peu qui cadre avec quelque chose qu'il a à vendre, quoi. Mais c'est vrai que donc le début n'est pas simple. J'envoie beaucoup de mails, etc. Et puis au bout d'un moment, ça finit par payer. Mais c'est vrai que quand t'arrives avec un sujet un petit peu comme ça, pas évident. Donc, tu te présentes comme un journaliste d'ailleurs à ce moment-là quand tu leur écris. Ouais, est-ce que c'est peut-être ça aussi qui fait qu'ils ont peut-être pas très envie de parler à des journalistes, encore plus français, parce qu'on sait que le regard que porte la France sur la Silicon Valley est un peu particulier. Peut-être que aussi t'es catalogué. Écoute, ça peut, mais bon, après, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Enfin, il faut bien que j'explique pourquoi j'ai envie de leur parler de ce sujet-là spécifiquement. Et donc, du coup, il va y avoir un moment où je vais un petit peu, on va dire, changer mon fusil d'épaule, ou en tout cas, je vais adapter un peu la mire. Et ce que je vais me dire, ça va être, regardons tous les gens qui, de près ou de loin, ont donné des entretiens où ils parlent de simulation. Et je vais faire feu de tout bois et je vais demander à tous ces gens-là de me parler. Et au bout d'un moment, parce que c'est vrai que moi je suis sur place, en plus je suis à San Francisco, je suis là pour passer, je sais plus, de mémoire, peut-être 5 semaines. Première semaine, il n'y a pas trop d'entretien, etc. C'est un peu chiant. Donc, en fait, tu vois, au bout d'un moment, il faut... Voilà. Et puis, ça commence à payer. Je prends 2 minutes parce que quand j'ai créé Silicon Carnet, je me souviens très bien du jour où j'ai dû envoyer ma toute première facture. Je me suis dit, je facture comment et avec quel outil ? J'avais un compte pro d'un côté, mais pas d'outil pour facturer. Résultat, je passais mes soirées à vérifier à la main si le virement était bien arrivé et à faire le lien entre la facture et le compte bancaire. Je suis sûr que ça vous est arrivé aussi. Avec Conto, fini ce problème. Compte pro et facturation électronique sont intégrés dès le premier jour. Votre client paye, le paiement se réconcilie tout seul avec la facture et vous n'avez plus rien à faire. Sans compter que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à partir de septembre 2026, la facturation électronique devient obligatoire en France et vous devez être équipé d'une plateforme agréée par l'État. Et avec Conto, c'est déjà le cas. C'est inclus dans tous les forfaits, sans surcoût et sans outils supplémentaires. Aujourd'hui, plus de 600 000 entrepreneurs utilisent Conto et une entreprise sur 4 en France se crée avec eux. Donc, si vous vous lancez, foncez sur conto.com, ça s'écrit Qonto.com. En plus, ils ont été super sympas. Ils nous ont donné un nouveau code, Silicon3M. Conto vous offre 3 mois gratuits sur votre compte pro pour toute nouvelle création d'entreprise. Allez, retour à ton épisode. Ça commence à mordre et tu vas rencontrer des scientifiques qui s'intéressent effectivement à ce sujet. On va y revenir. Et ce que moi je trouve intéressant dans le bouquin, c'est qu'à un moment, le bouquin il bifurque complètement, enfin progressivement, mais il y a vraiment 2 parties dans le livre. Il y a une première partie, une deuxième partie. Où dans la première partie, on va parler d'informatique, de puissance de calcul. Tu vas évoquer notamment Nick Bostrom, qui est quelqu'un de très très connu dans la Silicon Valley, qui a écrit un papier sur la simulation justement, qui a fait référence dans la Silicon Valley. Et puis on arrive à des choses un peu plus métaphysiques, voire même mystiques, où tu parles de la conscience, des rêves lucides, voire des miracles aussi. Donc on passe dans un truc qui est
qui a strictement rien à voir avec la première partie. Et moi, je trouve cette partie très, très intéressante. Tu vas même faire des expériences toi-même. On va en reparler aussi là. Et moi, j'ai envie qu'on parle de ça. Parce que ce qui m'intéresse, moi, dans cette thèse de la simulation, c'est justement ce glissement vers le mystique, en quoi, quelque part, tout ça devient une forme de croyance, quelque part. C'est-à-dire que tu pars de quelque chose de très rationnel, qui, à la fin, on se dit, est-ce que c'est pas une religion, quoi? Est-ce que, tout d'un coup, tout ça... on a tué Dieu, on parle plus de Dieu aujourd'hui, donc il faut bien croire en quelque chose, et quelque part, ils ont trouvé un truc en quoi croire qui les arrange bien aussi, qui arrange bien peut-être leur délire de scientifiques, mais aussi leurs affaires et leur business, quoi. Ouais, effectivement. Bah, c'est vrai que du coup, peut-être pour dire quelques mots un peu de la première partie, quand je fais feu de tout bois, au bout d'un moment, en fait, je vais commencer à décrocher des entretiens avec des chercheurs dont le pédigré est quand même remarquable. Ouais. Ils sont astrophysiciens à la NASA, ils ouais. font du machine learning à Berkeley, ils sont mathématiciens à Caltech, c'est des ingénieurs du MIT, certains sont venture capitalistes. Enfin, donc il y a une espèce de tout à coup, ok, bon, je suis dans le moteur, ou dans le cœur. Au centre du réacteur. Exactement. Mais surtout, ce qui est particulièrement intéressant avec ces scientifiques, c'est qu'ils vont m'expliquer que, en vertu des découvertes qu'on a fait en matière de physique quantique et en matière de neurosciences, l'idée que on évolue dans une simulation, bon, mais qu'en tout cas, à minima, que la réalité telle qu'on l'aperçoit n'est pas la réalité telle qu'elle est vraiment, c'est en gros ce que le XXe siècle nous a appris. Donc là, explique un petit peu mieux ce truc-là. En gros, il t'explique qu'ils ont du mal à le prouver, mais que rien ne peut le contredire non plus. Ce qui est une démarche scientifique aussi classique, quoi. C'est-à-dire que tant qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas le cas, il reste une possibilité qu'effectivement on soit dans une simulation. Donc là, la thèse, si tu devais la résumer pour nos éditeurs, ça serait quoi? Alors, il y a 3 grands blocs, je dirais. Le premier, c'est la physique quantique. Notamment, un premier basculement dans mon enquête, c'est quand je vais rencontrer Rich Terrill, qui est cet astrophysicien à la NASA, qui est une tête. Je veux dire, c'est un mec... C'est un des directeurs du JPL, le Jet Propulsion Lab, qui est un des départements de recherche majeurs. C'est un gars qui a découvert des satellites d'Uranus, de Pluton, qui a travaillé en tant que conseiller cinématographique de James Cameron. Il a bossé pour Activision. Enfin, c'est une espèce de mec absolument incroyable, qui a failli être astronaute même. Et lui, en fait, en gros, il m'explique... C'est le premier à qui je parle et qui me dit c'est pas complètement écartable qu'on vive dans une simulation. Et donc, il m'explique le truc clé, c'est le fonctionnement de la physique quantique. En gros, on a découvert depuis un peu plus d'une centaine d'années, au début du XXe siècle, que la réalité, à l'échelle quantique, donc autrement dit à l'échelle des particules, du tout petit, contrairement à ce qu'on supputait jusque-là, elle n'est pas matérialisée, elle n'est pas déterminée. En fait, la réalité existe comme un ensemble de probabilités ou un ensemble d'états qui sont superposés. Tu parles de cette image du nuage, quoi, qui est très intéressante. Je parle du nuage. En gros, la réalité à l'échelle quantique, c'est un nuage plein de probabilités. Et les probabilités, elles coexistent. Et elles n'ont pas vraiment de raison de décider que ça va être cette réalité plutôt que celle-là, tant qu'il n'y a pas d'observation ou de mesure. Mais en revanche, à la seconde où on fait une observation ou une mesure, le nuage disparaît. Et il y a une probabilité qui va rester, comme si en fait le nuage se condensait en une goutte d'eau, et touc, la goutte d'eau qui tombe, boum, c'est la réalité qu'on observe. Pourquoi? Mystère. On n'a pas d'interprétation de ce sujet-là, et ça va devenir en fait très central dans mon enquête. Et donc lui, ce chercheur, Terrill, il va me dire, ça ne veut pas dire qu'on est dans une simulation, mais si la réalité fonctionnait un peu comme un jeu vidéo et avait besoin d'un artifice qui lui permette d'économiser de la puissance de calcul, elle fonctionnerait exactement comme ça. Et il me donne une analogie qui est géniale, qui est celle de GTA. Il me dit, prends GTA. GTA, c'est une ville qui fait la taille, je sais pas, de Paris. Le jeu vidéo GTA, Grand Theft Auto. Donc, en fait, un jeu vidéo dans lequel tu incarnes un joueur, en l'occurrence un malfrat, qui évolue dans une ville dont le niveau de détail en fait est comparable à celui d'une ville comme Paris ou San Francisco en termes de rues, etc. Et donc en fait tu te balades au gré des missions que tu dois accomplir ou de ta volonté de te balader dans cet open world qui est immense qui paraît immense qui l'est en fait techniquement. Du coup le jeu il est codé de telle manière que il te donne à voir ce que tu as besoin de voir au moment où tu as besoin de le voir, autrement dit là où est ton joueur sur l'écran,
Pourquoi ? Parce qu'en fait, si le jeu devait restituer l'ensemble de la carte, ça demanderait trop de puissance de calcul. Et donc en fait, la console se mettrait à ramer, ça cracherait. Et Terry, en fait, pose la question mais est-ce qu'en fait la physique quantique nous dit pas que le monde fonctionne de la même manière ? Einstein, en fait, quand on a découvert ça, était vraiment très, très, très sceptique. En tout cas, il était plus que sceptique, il était très, je dirais, désemparé face à cette idée. Il a eu cette phrase un peu célèbre qui est « Je ne peux pas croire que la Lune n'existe pas si personne ne la regarde ». Est-ce qu'un arbre fait du bruit quand il tombe, quand on n'est pas là, quoi ? Voilà, exactement. C'est cette fameuse phrase, je crois que c'est Thoreau, mais ouais, effectivement. Donc, on nage un peu là-dedans. Donc ça, la physique quantique, premier truc. Deuxième élément qui est, on va pas passer... Donc là, pour expliquer, ça voudrait dire que là, nous sommes en train de... on vit une réalité, là, ici, dans ce studio. Peut-être que derrière cette porte... Plutôt, pour donner un exemple, donc là, du coup, toi, t'es pas à San Francisco parce qu'on est à Paris. Mettons qu'il y a personne chez toi, tous les volets sont fermés. Si on exagère un peu, parce que là, on passe du quantique à la réalité macro. S'il y avait un physicien avec nous, probablement qu'il nous mettrait des coups de bâton. Mais dans l'idée, c'est un peu ça. C'est que, mettons qu'il y a personne chez toi, les volets sont fermés. Et la réalité, pour faire une économie de calcul, en fait, elle a pas besoin de restituer ton frigo, ton bureau. Y compris ma femme avec qui j'ai parlé il y a quelques minutes. Alors voilà, du coup, peut-être que là, on est dans le glitch et ta femme oblige, en fait, ta maison à recréer la maison, du coup. Mais en tout cas, voilà, c'est à peu près ça, l'idée. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, effectivement, les neurosciences nous ont appris que, en fait, la réalité telle qu'on l'aperçoit, encore une fois, est une reconstitution. Le cerveau, en fait, fonctionne de manière prédictive à l'aune en définitive de l'évolution, a déjà appris en fait que si j'ai un certain nombre d'éléments, a priori c'est que la réalité elle est comme ça. En revanche, si tout à coup le cerveau détecte en fait un truc qui colle pas totalement dans ce qui est sa réalité prédictive, là, il va faire une actualisation, il va restituer une image un peu plus précise. Il y a ce que ça fait penser notamment, il se pourrait qu'en fait ça ait été un mécanisme de la survie pour, en gros, c'est comme si la réalité c'était un flux HD projeté sur une télé. Qui est streamé. Voilà. Ouais. Mais que, en fait, le cerveau, c'était un petit modem 56K qui, du coup, s'il veut restituer parfaitement le flux HD, en fait, ça va lui prendre une plombe. Du coup, il a appris à repérer qu'un certain nombre de pixels, c'est probablement telle image. Et donc, à l'échelle de la survie, s'il se rend compte qu'en fait, il y a des grappes de pixels un peu noirs, orange et blanc, c'est peut-être un tigre. Et donc, du coup, en fait, il faut commencer à activer... envoyer de l'adrénaline et t'envoyer un message de il faut se tirer. Mais en fait, tu vois pas vraiment le tigre, en fait, tu vois une espèce d'image. Des signaux que toi tu interprètes ensuite dans ton cerveau. Quoi, en fait. Exactement. Ouais. Donc, bon, ça, c'est un deuxième élément qui laisse penser encore une fois que le réel tel qu'on le perçoit, il n'est pas tel qu'il est. Ouais. Maintenant, en fait, c'est pas une idée nouvelle. Platon disait déjà ça il y a 2500 ans. Ouais. C'est le mythe de la caverne. C'est le mythe de la caverne. Ouais. Le Bouddha disait la même chose, la réalité est une illusion. Donc, en gros, on arrive à un moment de notre connaissance scientifique qui vient étonnamment, en fait, valider des intuitions que des mystiques ont eues par des canaux qui nous échappent probablement, mais il y a 2500 ans. Donc ça, c'est un peu les deux trucs. Mais ce qui va faire que tout à coup, va y avoir un basculement et que le sujet va vraiment devenir un sujet un peu prégnant dans la Silicon Valley, et c'est ce que Musk, en fait, nous raconte dans la fameuse conférence en 2016. Lui, il nous dit... En gros, en l'espace de... Alors, à l'époque, c'était il y a 10 ans, mais on va refaire la version aujourd'hui. Il nous dit, en fait, en l'espace de 60 ans, on est passé de jeux vidéo extrêmement rudimentaires type Pong ou Pac-Man à GTA V, à des réalités virtuelles... Civilisation. Voilà, ou Civilisation. Qui lui-même est une simulation, quelque part. Voilà, c'est ça. Des réalités virtuelles qui sont absolument hallucinantes. Enfin, là, la semaine dernière, j'ai un copain un mec qui s'appelle Christophe Abri, qui a une boîte qui s'appelle la Blogothèque. Donc Apple, comme il filme des concerts, c'est un peu le dernier cri de comment on filme la musique. Apple lui a envoyé le dernier Apple Vision. Ah, ok, d'accord. Nouveau ? Ouais, le nouveau. Ok. Il m'a fait tester. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est délirant. C'est vertigineux. Ouais. C'est vraiment... Et ça a une grosse différence avec le premier. Alors moi, j'avais pas testé le premier, mais vraiment... Parce que le premier, c'était déjà énorme. Hein. Il m'a mis en haut d'une montagne et j'avais vraiment l'impression d'être dans une montagne. Et quand j'ai retiré le casque ensuite, en fait... T'as eu un vertige, quoi. En fait, j'avais l'impression que le réel était plus réel, en fait. Intéressant. Et en fait, Musk nous disait, en fait, donc on est passé de Pong à ça.
Et il émet cette hypothèse qu'il emprunte en fait à Bostrom, évidemment. On va en parler. Où il dit, en fait, nous, en l'espace de 60 ans, on est passé à ça. Et puis, on pourrait même ajouter qu'aujourd'hui, l'IA fabrique déjà des images qui sont indiscernables de la réalité. Absolument. Donc, tout ça concourt, en fait, à penser qu'on est déjà capable de fabriquer, en fait, des réalités qui sont confondantes. Mais elles sont virtuelles encore. Mais elles sont virtuelles. Ouais, mais est-ce que, du coup, c'est là le glissement, c'est de se dire, elles sont tellement virtuelles Enfin, elles sont virtuelles, mais elles paraissent tellement réelles que où est le réel, quoi, en fait. C'est là la question qui se pose. Et effectivement, quand on voit l'évolution des jeux vidéo, et là, on rentre dans ce que dit Nick Bostrom, c'est que lui, ce qu'il explique, c'est qu'il avait écrit en 2003 ce bouquin, Are You Living in a Computer Simulation? Et lui, il parle de civilisation ancienne. C'est-à-dire qu'en gros, on aurait des ancêtres qui, eux, auraient évolué beaucoup plus vite que nous et qui, nous, on en est à GTA, mais pour eux, ce qu'on a aujourd'hui, cet Apple Vision 2, etc., c'est Pong. Eux, ils ont beaucoup évolué et ils sont arrivés à des stades de maîtrise de la puissance de calcul et de cette capacité à créer du réel, du virtuel qui paraît tellement réel, qui nous dépasse complètement. C'est ça ce que... Et moi, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de justement qui sont ces ancêtres. Alors, donc effectivement, c'est vrai qu'il nous dit ça. Il nous dit, si une civilisation comme nous a suivi le même parcours de développement, mais sur non pas 60 ans, mais des siècles, voire des millénaires, elles sont peut-être arrivées au point où en fait elles fabriquent des simulations qui ressemblent en tout point à celle à l'intérieur de laquelle on est. Il ajoute un autre argument, et c'est là qu'on va y revenir, mais où on commence à parler de conscience. C'est pas complètement con, parce que quand on joue à Civilisation, on refait vivre finalement des civilisations du passé. On joue des Romains, on joue des Grecs, on joue des Spartes. Voilà quoi, on refait et de façon très réelle. Et c'est ça ce qu'on recherche, à ce que ce soit le plus réaliste possible. Et c'est son take, en fait, d'ailleurs. Ouais. Il dit, en fait, si une civilisation dans le futur est arrivée à ce niveau de développement, peut-être qu'elle va avoir envie de comprendre des choses qui se sont passées dans le passé, pourquoi un truc est parti en couille, Et donc, son idée est de dire, peut-être que si cette civilisation a un intérêt pour rejouer ou recréer son passé, on est peut-être nous-mêmes à l'intérieur, en fait, d'une civilisation. On est, en fait, juste dans le civilisation de... Alors là, on est des Sims, quoi. On est des Sims. Et là, on peut imaginer toutes les options. Peut-être d'un post-ado qui a 18 ans et qui joue chez lui 3000 ans dans le futur. Il y a une autre option aussi, en fait, on peut tout simplement être dans le jeu d'une IA qui jouerait en fait tous les rôles. En fait, c'est vertigineux. Tout est absolument envisageable. On peut très bien être aussi dans, je sais pas, le jeu vidéo en fait d'un robot qui aurait une conscience pareil, je sais pas, dans 300 ans. Et donc, justement, on arrive quand même au sujet de la conscience. Toute cette hypothèse-là repose sur une hypothèse majeure qui est que la conscience serait reproductible à terme pour créer ce type de simulation. Si nous, on est des Sims, il faut quand même une technologie qui fasse qu'on ait l'impression d'être conscient, qu'on ait l'impression de se parler, que les gens aient l'impression de nous regarder, et alors qu'en fait, tout ça, quelque part, est purement illusoire. Cette idée, elle sort pas de nulle part. En fait, quelque part, l'idée que la conscience serait reproductible, elle repose en fait sur l'idée que on considère aujourd'hui que la conscience, c'est le produit du cerveau. C'est l'hypothèse dominante des neurosciences. La conscience serait dans le cerveau, donc. Voilà, c'est l'hypothèse. Ouais. Et alors, c'est une hypothèse... C'est intéressant parce que dans les civilisations, par exemple, au Japon, on considérait que la conscience n'était pas dans le cerveau, on considérait au contraire qu'elle était dans le ventre, quoi, que ça se passait pas dans le cerveau. C'est vrai, ou dans le cœur, à l'époque des Grecs aussi. Ouais. Donc effectivement, aujourd'hui en fait, donc ça l'hypothèse c'est de dire on vit dans un monde qui serait matériel en dernier lieu. Du coup la conscience serait le produit de la matière, en l'occurrence le produit du cerveau. Ouais. Et leur hypothèse, qui est une hypothèse computationnaliste, c'est de dire si c'est effectivement le cas et que en définitive que le cerveau est une espèce de machine à calculer et que la conscience est une espèce d'algorithme. Bon, nous on comprend pas comment ça marche aujourd'hui, mais cette civilisation avancée est peut-être arrivée au point où elle l'a compris. Ouais. Et si elle l'a compris, elle peut l'implanter sur n'importe quel type de substrat. Donc nous on pense un peu automatiquement à des puces en silicone ou à des bouts de viande, parce que là du coup ça voudrait dire qu'en fait le cerveau est un bout de viande qui produit du... Mais on pourrait imaginer d'autres types de technologies qu'on comprend pas encore très bien aujourd'hui. Et en tout cas, si elle est capable de faire ça, ça veut dire que elle peut créer des mondes qui ont l'air absolument indiscernables de la réalité, à l'intérieur de laquelle
on équipe les habitants de cette espèce de conscience artificielle, et du coup, là, boum, on a le package complet pour, en fait, imaginer une simulation où... Mais ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans la Silicon Valley, on parle beaucoup avec l'intelligence artificielle de downloader finalement toute sa mémoire, ce qu'on est dans la machine pour éventuellement demain le télécharger dans un substrat qui pourrait être soit une machine, mais pourquoi pas un être humain. Et donc là, on se dit, mais effectivement, là, ce que tu es en train de décrire, peut-être que je suis une version d'un autre personnage et moi j'ai l'impression d'être moi, mais en fait je ne suis pas moi, c'est quelqu'un d'autre, je suis en train de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Ouais, alors voilà, en fait là toutes les options sont possibles. Tu peux avoir la version Ready Player One où en fait on est tous un personnage qui existe en dehors. Et on est en train de jouer un personnage ici dans cette réalité. C'est ça, mais il y a aussi l'autre option où quelque part, en fait, tous les personnages à l'intérieur du jeu, même s'ils ont l'air d'être conscients, en fait, ils le sont pas. Et ça, c'était le roman Simulacron 3. Ouais, c'est ça, voilà, de Daniel Goulay, je crois, ou bon, bref. Non, Galway. Voilà. Et qui a été adapté justement au cinéma d'abord par Rainer Fassbinder dans les années 70, qui est un réal allemand culte, bon voilà, très alterne et assez génial. Et puis il y a eu Passé virtuel qui est sorti 2 mois, ça c'est un truc de fou. En fait, 2 mois après Matrix, il y a une adaptation de Simulacron 3 qui s'appelle Passé virtuel qui sort. Ah tiens, mais pas vu. En fait, Matrix atomise tout. Et en termes même de graphisme, etc. Et Simulacron 3, c'est un film des années 90. Et Matrix, je veux dire, ça set la tendance pour le reste. Et donc, en fait, voilà. Mais donc, en tout cas, c'est une hypothèse qui est dans l'air, en fait, depuis hyper longtemps. Et c'est les romans de Philippe K. Dick. Donc, voilà. Et dans Simulacron 3, en tout cas, les personnages ont tous l'impression d'être conscients, sauf que c'est pas le cas jusqu'au moment où quelqu'un à l'intérieur de la simulation se rend compte qu'il y a un truc qui cloche et essaye de remonter au niveau d'au-dessus, quoi. Ouais. Alors, pour être tout à fait juste avec le papier de Nick Bostrom, cette hypothèse que tu émets, c'est une des hypothèses. Parce qu'en fait, lui, il en formule 3. Il dit, ces civilisations anciennes, peut-être qu'elles ont disparu. Auquel cas, tout ça, tout ce qu'on est en train de dire ne tient pas. L'autre hypothèse aussi qu'il dit, c'est que en fait, elles ont... elles ne le font pas, en fait, ce qu'on est en train de dire, quoi. Ou au contraire, justement, elles sont justement en train d'essayer de rejouer ce passé, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est dans la thèse de Nick Bostrom, c'est cet aller-retour entre le passé et le futur, et nous qui serions coincés dans une sorte de présent, quelque part en train de rejouer des scènes finalement d'une civilisation passée. Ouais, on serait une simulation d'ancêtre, il appelle ça. Une simulation d'ancêtre, ouais, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Est-ce que donc je le disais, c'est construit comme une enquête, hein, et ça c'est super intéressant. Moi, je me suis posé une question en lisant ton truc. Pourquoi est-ce que les milliardaires de la Silicon Valley ont besoin de prouver qu'on se retrouve dans une simulation? Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Parce que je trouve que tu te la poses pas beaucoup dans le bouquin. C'est ok, très bien, ils essayent de prouver qu'on est dans une simulation, mais pourquoi? Quel est leur intérêt de démontrer à eux-mêmes ou aux autres que tout ça n'est qu'une simulation? Moi, j'ai quelques hypothèses là-dessus, mais je voulais entendre ta version là-dessus. Disons que si on part du principe qu'un des milliardaires, c'est Elon Musk, en fait, effectivement, il a cette espèce de fascination pour le futur, pour la question de la réalité. Et en fait, c'est un peu un type qui aime en fait repousser les limites à tous les endroits où c'est possible. Enfin, il a une espèce de côté un peu sky is the limit. Donc, à partir du moment où il... Skynet is the limit. Ouais, Skynet is the limit, ouais. Et donc, à partir du moment où, en fait, c'est possible pour lui enfin, je veux dire, techniquement, financièrement, d'essayer il a tout gagné. Il a gagné le jeu économique, le jeu technologique, il est en train de le gagner, le jeu social, il l'a presque gagné. Donc, tu dis, en fait, il y a une espèce de dimension un peu démiurgique de se dire, je vais être celui qui va essayer de comprendre, en fait, de quoi notre monde est-il fait. Après, il y a une autre hypothèse que... Non, mais justement, si tu as gagné ce jeu-là, si tu as gagné le jeu, quel est l'intérêt d'aller expliquer que finalement le jeu est faussé? Peut-être qu'en fait, tu as envie de passer au niveau d'après, du coup. D'accord. Ça serait un level up.
quelque part, de toute façon, c'est un peu cette idée. L'idée de la simulation, c'est que notre réalité n'est pas la réalité de base. Donc, il y a une espèce de logique de matrioshka où, en fait, tu as toujours envie de monter au niveau d'au-dessus. Après, c'est vrai que tu as raison, j'en parle pas tant que ça dans le bouquin et j'ai eu plus l'occasion d'en parler en interview. Mais je me suis posé la question pourquoi le sujet fascine tellement, justement, dans la Silicon Valley. Oui. Mais je suis très curieux d'entendre ce que tu as à en dire aussi, parce que moi, j'aurais autant envie de t'interviewer. Je pense que tu as envie de m'interviewer. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais c'est une conversation. Et en fait, mais mon sentiment, c'est que on est face à des gens qui passent leur journée à fabriquer eux-mêmes des simulations. Ouais. Que ce soit un produit ou que, comme Elon Musk, tu fasses des fusées. En fait, tu simules encore et encore et encore ce que tu lances. des programmes, d'ailleurs. Donc, tu as ça. Ensuite, tu fabriques des intelligences artificielles. C'est la même chose. Donc, il y a une espèce de logique de, au bout d'un moment, à force de fabriquer des simulations, tu te demandes si toi, tu n'es pas déjà toi-même, en fait, dans une simulation. Ensuite, il y a un deuxième élément qui n'est pas inintéressant, historiquement, culturellement. La Silicon Valley, c'est le produit de la contre-culture des années 70. Oui. Toi qui vis là-bas, il y a quand même des dojos zen à tous les coins de rue. Tu as des ashrams. Donc, en fait, c'est que cette culture, ces cosmogonies orientales, en fait, ont vachement baigné l'imaginaire de la vallée. C'est aussi quand même l'endroit où tu as eu toute l'exploration du LSD. Donc, il y a aussi une logique. En fait, ça, c'est des... Quand on fait ces expériences-là, on comprend qu'effectivement, il y a des dimensions qui nous échappent. Effectivement. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc, il y a une logique de... En fait, encore une fois, la réalité, le réel tel qu'on le perçoit, n'est quand même probablement, ou en tout cas à minima, pas forcément le réel tel qu'il est. Donc, ça baigne. Et d'ailleurs, tu vois, on pourrait même le côté Burning Man, en fait, c'est pareil. Tu fais ces expériences-là, Burning Man, t'as un trip où tout à coup, t'as l'impression d'avoir vu plus grand. Et donc, en fait, ça finit par te manger un petit peu le cerveau. Et d'ailleurs, tu vois, je sais... Et Elon Musk, d'ailleurs, est à Burning Man régulièrement. Donc, c'est un endroit où il passe du temps, quoi. Oui, puis voilà, tu vois, il est à Donf de Quetta, etc. Donc, il y a une espèce de côté un peu... il navigue, en fait, dans ces univers-là. On va en parler dans la deuxième partie de ton bouquin, où justement, on passe un peu plus dans le mystique, etc. Et où tu fais des expériences à base de concentration, presque neurologique, mais aussi à base de certains produits. Et moi, j'ai fait quelques-unes de ces expériences, donc on pourra en parler. Je sais que c'est hyper tabou en France quand on parle de ça, parce qu'on a l'impression de parler de drogue. Mais les psychotropes ne sont pas considérés, en tout cas aux États-Unis, comme des drogues. Et permettent finalement une partie de cette exploration et de ce voyage dans le cerveau et des choses comme ça. On en parlera un petit peu plus dans la deuxième partie. Mais moi, alors, je vais faire un peu le jeu de certains intellectuels français qui voient dans la Silicon Valley une sorte de mal absolu qui essayerait de renverser, bien évidemment, la démocratie et puis d'établir un nouvel ordre mondial. Mais il y a peut-être aussi ça, c'est-à-dire de dire, et surtout chez un personnage comme Elon Musk, si tout est une simulation, alors on n'en a rien à foutre. On peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de conséquences, quelque part. C'est pas grave, quoi. Et comme il est aussi perçu un petit peu comme le fou du bus, c'est une façon aussi peut-être de se déresponsabiliser par rapport à certaines décisions qu'il prend et à certains discours qu'il a en disant « Ne vous inquiétez pas, de toute façon, tout ça est une simulation ». En fait, quelque part, moi, je suis tenté de répondre à ça que, en fait, on n'a pas attendu de savoir si c'était une simulation ou pas une simulation pour déjà faire n'importe quoi, en l'occurrence. Donc, ça, en fait, c'est vrai. Non, parce que c'est souvent l'argument que j'ai entendu sur des plateaux ou quoi, mais en fait, je veux dire, on exploite les ressources de la planète. Comme des ports depuis déjà des années, on n'a pas attendu Elon Musk pour ça. Exactement. Qui, en plus, d'ailleurs, n'est pas forcément celui qui... c'est quand même lui qui a introduit le véhicule électrique et qui avait une pensée aussi sur la gestion des ressources sur la Terre et qui veut aller maintenant dans l'espace pour exploiter les ressources du Soleil et d'autres planètes. Ouais. Mais alors, je suis curieux, moi j'ai une question. Tu disais en introduction que justement tu as beaucoup entendu parler de ces sujets-là dans les dîners et pas qu'à la fin des dîners. Ouais. Comment justement que toi, en tant qu'insider, qu'est-ce que ça nous raconte un peu? Comment le sujet il existe et... En fait, c'est parce que tu as fait quelques interviews ici en France et c'est vrai que les gens, on a l'impression qu'ils découvrent un petit peu le sujet. Et c'est vrai que c'est super intéressant et que les gens se disent « Ah tiens, mais oui, ton analogie avec les jeux vidéo, elle marche, quoi. » C'est-à-dire qu'on voit bien les progrès qui sont faits, tu parles de la Vision Pro et tout ça.
Mais ça, effectivement, nous, dans la Silicon Valley, c'est pour passer du temps, justement, avec des développeurs, des gens qui fabriquent de l'intelligence artificielle. C'est une conversation qu'on a déjà depuis... Enfin, moi, j'y suis depuis plus de 15 ans. Ça, depuis le début, depuis que je suis arrivé dans la Silicon Valley, j'entends parler de ce truc-là, mais pas comme une sorte de légende urbaine, vraiment comme un truc assez sérieux, quoi, où ils sont absolument plutôt convaincus de la chose. Et ils considèrent justement que ils sont justement à la recherche alors peut-être pas du glitch, mais de se dire que effectivement tout ce que l'on crée aujourd'hui participe un petit peu de ce mouvement-là. Et il y a effectivement toute cette partie mystique aussi dans la Silicon Valley. Tu parlais de la contre-culture qui a ouvert ces portes-là déjà depuis un petit bout de temps, depuis les années 70, quoi. C'est où il y a cette exploration de mondes parallèles, de choses, de réalités qui sont comme qu'on n'utilise que 10% des capacités de notre cerveau, des choses comme ça. Donc, c'est assez courant comme conversation. Je veux dire par là que tu ne vas pas paraître taré dans un dîner si tu parles de ce genre de choses-là. Ouais. Bah même Steve Jobs, d'ailleurs, son livre de chevet, c'était Autobiographie d'un yogi, de Paramahansa Yogananda. Et il prenait régulièrement du LSD pour ouvrir des dimensions, notamment, favoriser sa créativité et découvrir de nouvelles choses. C'est assez classique, quoi. Ouais. Et c'est marrant parce que, par exemple, tu parles d'un Elon Musk et quand tu vas chez Elon Musk, par exemple, son appartement, et c'était d'ailleurs la même chose chez Steve Jobs, leur réel, ce que nous, on appelle le réel, est assez désuet. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Tu vois, on n'est pas du tout dans du bling-bling et du show-off. L'appart de Elon Musk, il y a un frigo, une table, t'as du bol s'il y a 2 chaises, tu vois. Et donc, on sent bien que le réel, ce que nous, on appelle le réel, finalement, ne les intéresse pas énormément. Tu vois, ils sont pas dans ce truc-là. Alors, attention, il y a d'autres milliardaires aussi dans la Silicon Valley qui peut-être se préoccupent moins de toutes ces questions-là, mais ceux dont on parle et ceux dont tu parles dans le bouquin m'ont l'air d'être des gens qui effectivement essayent de chercher autre chose que, en tout cas, notre réel immédiat. Donc moi, ton bouquin, ton sujet ne m'a pas surpris. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, je me retrouve dans un dîner à San Francisco où on va me reparler de ce truc-là. Moi, ce qui m'inquiétait, c'était le regard que toi, tu allais porter en fait sur ça. Et je me suis dit, il va défoncer ces gens-là. On va encore se foutre de leur gueule. Et non, au contraire, c'est pas du tout ce qui se passe dans ton livre. Et tu fais le chemin avec eux et tu rencontres ces gens-là. Il y a un truc dont tu parles notamment, et tu fais un parallèle, et je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça peut paraître nouveau, mais il n'y a rien de nouveau. Tu parlais tout à l'heure du mythe de la caverne. Platon, il explique déjà ce genre de choses-là, c'est-à-dire qu'on serait des humains enchaînés dans une caverne et qu'on aurait des ombres portées sur les murs et qu'on considérerait comme... le réel, qu'en fait, mais qui sont en fait qu'une illusion de quelque chose. Et dans ce mythe de la caverne, je pense que dans cette histoire de simulation, en tout cas dans la Silicon Valley, dans les discours que moi j'entends, c'est aussi une invitation à sortir de la caverne. Je pense que les gens dans la Silicon Valley en ce moment considèrent que on n'a plus d'exploration, quoi. C'est-à-dire Elon Musk représente le fer de lance de ce truc-là. On a passé beaucoup de temps à faire de l'introspection, y compris à cause de cette contre-culture, et qu'il est temps finalement de se libérer de ces chaînes-là, de sortir de la caverne et d'aller explorer autre chose que notre propre nombril. Qu'est-ce que tu penses de ça ? En tout cas, moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a une espèce de thèse un peu sous-jacente à l'intérieur de mon livre, qui est en fait celle qui est portée par ces scientifiques que je vais rencontrer, qui est de dire, en fait, notre modèle actuel des sciences, qui est le matérialisme scientifique et l'héritage des Lumières, en gros, jusqu'à la Renaissance, on considère que la Terre est le centre de l'univers.
Et c'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué pour quiconque d'aller à l'encontre de cette idée, parce que l'idée a totalement infusé notamment la lecture qu'on a des textes sacrés. Et évidemment, l'Église est vraiment décide ce qu'on peut dire, ne pas dire, et a droit de vie ou de mort là-dessus. On a imaginé des systèmes de calcul hyper compliqués, mais qui permettent vraiment... Ouais, quand on regarde la map, quand on met la Terre au centre, c'est ridicule, quoi. En fait... Ouais, en fait, en gros, voilà, on a imaginé des systèmes de calcul qui permettent de savoir exactement la position des planètes dans le ciel. Et du coup, tu as l'impression que les planètes ont des trajectoires complètement délirantes et tout. Et Copernic, en fait, va être un des premiers à se poser la question de se dire, quand même, ça n'a pas l'air de tenir la route. Si on met le Soleil au milieu, mon sentiment, c'est qu'en fait, tout à coup, toutes les planètes du système solaire, tourne tout autour de lui, mais il se dit je peux pas le balancer comme ça. Donc il va passer 35 ans de sa vie à faire en fait des observations du ciel de Cracovie quand le ciel le permet et qu'il est pas gris. Et en fait, au bout d'un moment, il va écrire un texte où il va expliquer, je pense que notre modèle géocentrique ne tient plus la route, et si on le remplace par un modèle héliocentrique où on met le Soleil au milieu, tout à coup, tout fait sens, tout est beaucoup plus élégant. C'est comme si, en fait, avec beaucoup moins de... Enfin, on a une équation, tout à coup, qui est beaucoup plus réduite pour raconter le monde de manière, beaucoup plus jolie. Et c'est un peu à l'image de ce que je vais raconter dans le bouquin. Le truc, c'est que il termine son livre, et vraiment... il le présente, mais sur son lit de mort. Ouais. Parce qu'il sait ce qu'il attend, sinon. En mettant une dédicace au pape, en disant « Bon, c'est une petite proposition, mais ça change pas grand-chose, c'est juste pour un peu mieux comprendre le truc. » Et puis, il y passe. Et en fait, l'idée va pas du tout infuser. Il va falloir plusieurs décennies jusqu'à ce que Galilée s'en empare à son tour. Mais pareil, Galilée va être jugé, va échapper à la mort de peu. L'extrémisme. En fait, ça met vachement longtemps, alors que ça tient un peu la route. Ouais. Derrière la simulation, je vais rencontrer des scientifiques qui s'intéressent à la physique, qui s'intéressent à la conscience, qui s'intéressent aux neurosciences, et qui, eux, en fait, ont une idée absolument révolutionnaire, et qui est de dire, et si on révisait, en fait, notre modèle matérialiste, parce qu'il y a tout un tas d'éléments, ou tout un tas de phénomènes, qui sont plutôt de l'ordre du subjectif, donc qui ne rentrent pas dans les canons de la méthode scientifique, qui est l'héritage de la Renaissance, qui fonctionne sur une trinité qui est la réalité, c'est ce qui est observable, ce qui est mesurable et ce qui est reproductible. Ouais. Mais il y a plein de choses en fait qui ne le sont pas. Par exemple, par exemple, aujourd'hui, on est absolument... aujourd'hui, en matière de neurosciences, on est capable d'expliquer ce qui se passe quand tu vois une scène. Tu vois, là, par exemple, je te vois, ce qui se passe probablement dans le cerveau. Je capte une information, elle remonte par la rétine, le nerf optique. Il y a des zones dans le cerveau. Si j'avais un casque avec des électrodes, on verrait que j'ai des zones qui s'activent, qui correspondent en fait à l'information que je reçois et que j'intègre. Mais par contre, toute la dimension subjective. Est-ce que je passe un bon ou un mauvais moment ? Est-ce que on parle de Silicon Valley, ça me rappelle un super bon souvenir d'une nana que j'aurais connue là-bas. Je sais pas, je te dis n'importe quoi. Toute cette dimension vraiment subjective, elle apparaît pas là en fait dans le. Elle n'est pas mesurable. Elle n'est pas mesurable. Et c'est ce qu'on appelle en fait c'est un philosophe qui s'appelle David Chalmers qui a qualifié ça de problème difficile de la conscience. On n'a pas le moindre début d'explication pour ça. Il y a un truc encore plus troublant, c'est aussi le sentiment d'être soi-même. Tu vois, si tu penses à ça, en fait, le Carlos de maintenant, le Carlos d'hier, le Carlos d'il y a 5 ans et le Carlos de quand tu avais 5 ans, en fait, il y a un sentiment d'être toi-même qui n'a jamais vraiment bougé. Peut-être que tes opinions politiques, elles ont changé, ce que tu sais du monde a changé, mais ce sentiment d'être toi, pour aussi longtemps que tu t'en rappelles, si tu prends 2 minutes, tu fermes les yeux, il bouge pas. Or, toutes les cellules de ton corps ont été renouvelées depuis cette époque-là. C'est le bateau de Thésée, ça. Est-ce que le bateau de Thésée est toujours le bateau de Thésée et cette permanence de la conscience, en fait, finalement, elle est lente, cette transformation. Donc, entre hier et aujourd'hui, je continue de dire « je ». Mais si j'étais projeté dans l'enfant de Carlos quand il avait 5 ans, est-ce que je dirais « je » quoi ? Je sais pas. Je me reconnaîtrais peut-être pas du tout, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Tout ça, c'est absolument inexplicable. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est quoi le moment copernicien, là ? C'est-à-dire que si Copernic nous dit c'est le soleil qui est au centre de l'univers, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est peut-être pas la réalité qui est au centre, c'est peut-être plus la conscience qui serait au centre. En tout cas, c'est que c'est probablement pas la matière qui est l'élément fondamental de la réalité. Alors, ça veut
de là à dire que c'est la conscience qui est l'élément fondamental, c'est une thèse en fait qui est défendue par un certain nombre de scientifiques que je vais rencontrer dans mon enquête, mais c'est un saut qui est trop grand. Campbell notamment. Comme Tom Campbell notamment. Ouais. C'est un saut qui est trop grand. Mais en tout cas, à minima, il y a une première chose qui a l'air de plus en plus se confirmer, c'est que plutôt que de la matière, la réalité, ça a l'air d'être de l'information déjà. Et qu'en fait, la matière ne serait que jamais qu'une formation d'information. Et la question qui se pose derrière, c'est qui la fabrique, cette information ? Par quoi elle est produite ? Et c'est là que, du coup, un certain nombre de chercheurs vont suggérer l'idée que, en fait, en dernier lieu, comme le Bouddha l'avait dit et comme Platon l'avait suggéré aussi, et si la réalité, en dernier lieu, c'était pas de la conscience ? Et si, en fait, tout n'émergeait pas de cette espèce de grand système de conscience qui créerait en fait tout ce qui est. Et donc du coup, nous là-dedans, on serait nous-mêmes une espèce de petite unité de conscience qui capterions des informations et qui donnerions du sens à ce niveau de réalité. Mais on ferait partie d'un tout, quoi. Mais on ferait partie d'un tout. Et c'est l'expérience que beaucoup de gens ont, par exemple, justement en prenant des psychédéliques ou dans certaines expériences mystiques. Et en gros, le livre va un peu basculer au fur et à mesure dans en tout cas, une invitation à remettre à zéro. Moi, c'est ça que j'ai fait et je pensais pas du tout que j'écrirais ce livre-là. J'ai pas fait d'études scientifiques, j'ai pas fait d'études de philo, donc je pensais pas que j'allais m'embarquer dans une espèce... T'as fait quoi comme étude d'ailleurs ? Moi, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait une école de commerce. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai même pas fait d'école de journalisme. Ok. Donc tu vois vraiment le niveau. Ouais. Et en gros, et donc bon, c'est pour ça que ça m'a pris aussi longtemps. Et c'est aussi l'idée de prendre du coup le lecteur par la main. On comprend au fur et à mesure ce que je traverse et comprends. Mais en tout cas, ma grande découverte, c'est que, en fait, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas dans notre réalité. On a deux modèles de la physique, la relativité générale et la physique quantique. Les deux marchent parfaitement. On n'arrive pas à les mélanger. On n'arrive pas à les faire cohabiter. Donc, c'est qu'il manque un truc, à minima un patch, ou peut-être que l'une des deux, en fait, est fausse. Première chose. Et deuxième chose, la conscience, mystère absolu. Ouais. En fait, l'hypothèse qu'on a évoquée beaucoup au début de notre entretien, à savoir que l'hypothèse de Bostrom, que en fait la conscience, en dernier lieu, ce serait une espèce de système de calcul. Pareil, en fait, indémontrable. Ouais. Et donc, l'autre possibilité, c'est la dimension très spirituelle. Ouais. En dernier lieu, en fait, la réalité, ce serait de la conscience. Les agents IA, c'est génial, mais on aura toujours besoin d'humains. Et c'est pourquoi je voulais vous parler de notre partenaire, Digital Selection. C'est un cabinet international d'executive search spécialisé dans les startups et les scale-up technologiques. Je les connais super bien. François Lejoly, le CEO de Digital Selection, est un ami de longue date avec qui j'ai travaillé régulièrement aux US comme en Europe. Ils accompagnent déjà de nombreuses entreprises tech dans le recrutement de dirigeants clés, que ce soit des CEO, des C-level ou des managers stratégiques. Et là où ils font vraiment la différence, c'est qu'ils connaissent parfaitement le modèle cross-border Europe-États-Unis. Ils ont d'ailleurs des équipes sur les deux continents. Bref, si vous cherchez des talents américains ou européens pour structurer et accélérer votre croissance à l'international, je vous invite vraiment à contacter Digital Selection. J'ai mis le LinkedIn de François dans les notes de l'émission. Allez, retour à votre épisode. Et cette dimension spirituelle, on sent véritablement dans le livre qu'il y a cette rencontre avec Tom Campbell. Alors peut-être que tu peux présenter qui est Tom Campbell, mais on sent que c'est là que le livre il bascule et que toi aussi tu bascules. Parce que tu découvres ce mec-là, alors je sais pas, il accepte de te parler. C'était tellement galère peut-être de parler avec des gens que enfin t'en tiens un qui véritablement prend du temps, parce qu'il passe du temps avec toi. Alors d'abord par visioconférence. D'ailleurs c'est assez marrant, tu décris son fond est complètement c'est une rivière, t'as l'impression d'être avec un prof de yoga. Et puis finalement tu vas le rencontrer en vrai. On sent aussi une certaine fébrilité quand tu vas le rencontrer. On a l'impression que tu rencontres quelqu'un que tu connais déjà très très bien, et tout ça. C'est qui ce personnage et on a l'impression que c'est lui qui te fait bifurquer justement vers le métaphysique ou le mystique. C'est vrai qu'en gros, il y a quelqu'un, j'en dis pas trop, mais après qui je vais beaucoup courir dans la Silicon Valley et que je vais finir par rencontrer. Et cette personne, en fait, je pense qu'elle va me délivrer un peu mon intuition, c'était que cette personne allait me délivrer vraiment des éléments clés sur les milliardaires notamment. Et puis bon, c'est un peu un fail. En fait, il me dit oui, bon, j'ai entendu parler de la théorie comme toi, mais en revanche, je peux pas t'en dire plus. Mais il me dit, mais en revanche, si tu cherches un mec qui est scientifique, en l'occurrence, il est physicien, oui, qui pense qu'on vit dans une simulation, mais qui a imaginé
une série d'expériences de physique quantique pour le démontrer, tu dois parler à Tom Campbell. Et là, vraiment, en fait, c'est aussi ce livre, et peut-être que toi, tu as ça aussi dans tes activités, mais l'intuition, quand même, à un moment, parfois, joue des rôles très, très forts dans nos vies. Tu sais, tu te dis, là, il y a vraiment un truc. Et moi, quand on me parle de Tom Campbell, je me dis, putain, je sens qu'il y a quelque chose. Donc, du coup, je vais me mettre en quête d'aller le rencontrer. C'est pas par désespoir, c'est vraiment, tu sens, t'as un call, quoi. Non, mais en fait, surtout, il y a quand même un truc clé, c'est que tout à coup, je suis face à quelqu'un qui a imaginé des expériences pour tester la simulation. Ouais. Alors d'ailleurs, dans ton bouquin, ça s'arrête à un moment et on a cette partie grise, quoi, qui est au milieu du bouquin et qui propose des travaux pratiquement qui expliquent ces démonstrations. C'est une sorte de, tu appelles ça un manuel de navigation dans une réalité quantique instable. Donc on peut reproduire ces expériences nous-mêmes à la maison. Il va falloir y passer du temps parce que lui-même a beaucoup galéré pour les faire. Mais en gros, là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout à coup, on sort du domaine purement spéculatif. On sort des dîners en ville et des tripes sous champi. Là, tout à coup, il y a quelqu'un qui dit « Bon, moi, je pense qu'on vit dans une simulation, mais… » En fait, si je veux le démontrer, il faut que je joue selon les règles des sciences. Donc, j'ai imaginé des expériences de physique quantique. Donc, je me dis que je vais contacter ce gars-là. Et puis, en fait, je vais galérer lui aussi pour l'avoir, de malade. Enfin, que je fais une demande, on me donne un rendez-vous 4 mois plus tard. Je suis en mode, attends, c'est qui C'est parti, ouais. C'est fou, quoi. Et donc, Tom Campbell, c'est un physicien à la retraite. Il a 80 ans. Il a fait toute sa carrière dans des unités de l'armée américaine, chez des sous-traitants de l'armée américaine. Il a notamment bossé sur le fameux, tu te souviens, là, le projet Star Wars là, de Reagan, là, le truc du bouclier dans l'espace et tout, machin. Militaire. Et puis, il a bossé aussi pour la NASA. C'est un gars qui a passé sa vie à faire des simulations de fusées, de missiles, de radars, de boucliers spatiaux et tout. Donc, je me dis, ok, intéressant, mais il va assez rapidement, quand je vais lui parler, en fait, il va me révéler une dimension. On va tout de suite basculer là dans X-Files, dans la 4e dimension, parce que chaque entretien que je fais avec les gens, je leur demande toujours, en tout cas sur ce projet-là, présentez-vous, qui vous êtes, quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à la simulation, c'est quoi votre background, qu'est-ce que votre famille pense qu'on vit dans une simulation et tout, machin. Et lui, quand je lui demande qu'est-ce que vous avez fait, il me parle rapidement de, donc voilà, NASA, armée et tout. Et puis il me dit, mais le reste du temps, j'étais un explorateur de la conscience. Alors je me fais, ah, ok, de quoi on parle? Et là, il commence à me raconter des dingueries, des expériences. En fait, en gros, il m'explique qu'il a fait partie d'un petit groupe qui, dans les années 70, ont exploré la conscience. Au sein de la CIA? Pas au sein de la CIA, disons que dans on va dire dans une, comment dire, ce petit groupe-là a travaillé avec la CIA. Ok. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont formé des agents de la CIA à apprendre à voir, à faire du remote viewing, donc accéder à des informations à distance. Et ils ont aussi entraîné des agents de la CIA à apprendre à se mettre dans un état de relaxation qui faciliterait un phénomène qu'on appelle sortie de corps ou projection astrale, et dans lequel on pourrait, en fait, grosso modo, se balader et dans notre monde. Se déplacer, quoi. Voilà. En étant à un endroit et avoir une partie de notre conscience qui se délocaliserait et qui serait capable d'accéder à d'autres parties du monde et peut-être même d'autres dimensions. Quand t'es espion, c'est vachement pratique, quoi. C'est en tout cas tout ce qu'il nous raconte. Et donc, le livre va d'ailleurs m'emmener en fait dans un endroit complètement inattendu où je vais me rendre compte que la CIA, du coup, dans les années entre 1975 et 1995, a eu un programme d'espionnage avec des médiums qu'on entraînait. Et t'en parles beaucoup, t'expliques, tu donnes tu documentes le truc oui, on a l'impression que c'est très sérieux, quoi. Pour le coup, ça a été vraiment très sérieux. Ils ont investi $20 millions. Bon, alors le programme, d'après ceux qui ont travaillé et que j'ai interviewé, a eu tendance à partir un peu en sucette les 10 dernières années. Ça a été un peu n'importe quoi. Mais le fait est que manifestement, ils ont obtenu des renseignements par ce biais-là. Sur des missions où c'était impossible d'infiltrer des agents. Et donc Campbell, me raconte qu'en gros, d'un côté, il est un physicien absolument classique, et puis de l'autre côté, il est donc cet explorateur de la conscience qui teste ce qu'on peut appeler ni plus ni moins que des phénomènes paranormaux. Ouais. Et sortie du corps. Donc sortie du corps, remote viewing, donc vision à distance, télépathie, guérison à distance. Enfin bon, vraiment, on bascule dans un univers. Moi, je débarque là-dedans, je me dis... Toi, tu connaissais rien du tout à ça? Non, et je me dis vraiment, oula. Ah ouais. Ah ouais.
Moi, pour le coup, j'avais un background, par exemple, le bouddhisme tibétain. J'avais pas mal étudié, je pratiquais la méditation. Mais la dimension paranormale... T'es pas très bon d'ailleurs en méditation, hein, tu l'expliques dans le bouquin. Oui, mais parce que... Ouais. T'as du mal, parce qu'il y a des exercices avec une certaine acoustique qui t'aide, machin, et tu fais les exercices et tu dis, putain, je suis nul, quoi, en fait, quoi, j'y arrive pas, quoi. Je suis un peu un mec lambda, quoi. Ouais. Bon, je dirais aujourd'hui, j'ai quand même une pratique de méditation quotidienne et tout, mais bon, comme tout le monde, en fait, j'ai mon mental qui commence à se mettre en branle. Alors bon, voilà, maintenant j'ai appris à l'accepter, à l'observer, mais effectivement, c'est dur la méditation, c'est en super fait. C'est une discipline, il faut s'y astreindre et y revenir beaucoup, quoi. Mais c'est vrai que bon, pour le coup, la dimension paranormale, pas plus que ça, parce que bon, en fait, voilà, je suis journaliste, on sait que c'est un peu sulfureux. Enfin, tu vois, c'est un peu un coup à te griller quand tu commences à rentrer là-dedans. Mais ce qui fait que je vais rentrer, en fait, d'accepter là-dedans ce que Campbell va me proposer, c'est qu'il a quand même ses expériences d'un côté. Et en fait, Campbell, il est très intéressant parce qu'il est pas, comment dire, il est pas dans les choux. Il a bien conscience qu'il me dit, ok, je te parle de ça. Tant que tu n'auras pas réussi toi-même, ou qu'il ne te sera pas arrivé un truc comme ça, ou que tu ne seras pas entraîné, tu pourras pas me croire. Tu pourras pas me croire et tu vas penser que je suis un dingue. Et je sais que les gens pensent que je suis un dingue. Donc, c'est pour ça que j'ai imaginé des expériences qui sont absolument parfaitement objectives pour démontrer qu'on vit dans une simulation. Et on va se rendre compte dans le bouquin, j'en dis pas trop, parce que c'est un peu une des parties de l'intrigue, mais qui va avoir tout le mal du monde à les mettre en place, parce qu'en fait, personne ne veut le suivre. C'est-à-dire que les physiciens en fait, il y a une dizaine de physiciens dans le monde qui sont capables de faire les expériences que lui veut faire, parce que c'est très compliqué, en fait, c'est des expériences d'optique avec des photons et des expériences de physique quantique. Et en fait, pour être capable de bien régler l'expérience, de générer un flux de photons individuels qui part dans le truc, qui vont suivre le bon chemin et tout, en fait, c'est simple. Par exemple, Alain Aspect, qui a gagné le prix Nobel de physique, qui est français il y a quelques années, il l'a gagné parce qu'il a fait des expériences comme ça au début des années 80. Bon Campbell, comme aucune université voulait le financer, il est allé chercher de l'argent sur Kickstarter. Oui, donc il a levé des fonds. Quoi, là, on est dans un truc très ricain. On n'imaginerait pas en France un physicien qui lèverait plusieurs centaines de milliers de dollars. Plusieurs centaines de milliers de dollars pour tester la simulation, tu vois. Bon, lui a réussi. Mais une fois qu'il avait son pécule, il s'est dit, je vais aller chercher les mecs qui savent faire ça. Mais comme ce qu'il veut démontrer, et c'est là qu'il induit, lui, en fait, il propose une interprétation de la physique quantique. Tu te souviens, un peu plus tôt, on se disait que on s'est rendu compte que la réalité, en physique quantique, existe comme un ensemble de probabilités qui n'advient que quand on fait une mesure. Aujourd'hui, une mesure, c'est pas défini. En fait, une mesure, c'est un robot mesure est-ce que le photon il est passé à droite, est-ce que le photon il est passé à gauche. C'est une mesure. Lui, Campbell, il propose une idée révolutionnaire. Il dit non, c'est pas juste une mesure, c'est le fait qu'il y ait une conscience humaine qui accède à la mesure. En gros, il dit que si la mesure est faite par l'ordinateur, mais que quelque part, il n'y a pas d'humain qui accède à la mesure, que le nuage continue de rester un nuage, qu'il ne se transforme pas en une goutte. Lui, son truc, en fait, si on extrapole un peu, il dit que c'est nous, c'est la conscience qui fabrique la réalité. C'est ça qu'il veut démontrer. C'est génial, ça. Donc, du coup, tout reposerait sur nous, quoi, en fait. Et donc, c'est intéressant parce que si ça, c'est avéré, il n'y aurait pas à craindre de l'intelligence artificielle. Donc, puisque ce ne sont que des machines et des choses comme ça, tant que ce n'est pas nous qui avons décidé, alors je ne sais pas si le terme « décider » est le bon terme, mais en tout cas, nous sommes conscients de quelque chose, ce quelque chose n'advient pas, quoi, quelque part. Alors, je pourrais... En fait, là, on bascule un peu quelque part dans des théories qui sont un peu New Age, en fait, quoi, ou qui sont aussi... qu'on retrouve beaucoup en Inde, dans des traditions plus spirituelles. Mais c'est l'idée en fait, on créerait notre propre réalité. Mais ça dépend. Enfin, si on tire un peu le fil, si tu as peur que la machine t'asservisse, dans la mesure où tu crées ta réalité, elle pourrait nous asservir. Ou elle te met la misère, en fait. Tu vois. Non, mais c'est intéressant parce que plein de fois, on se dit, mais tu sais, si tu penses quelque chose très très fort, si tu te convaincs de quelque chose, ces choses-là, tu peux les... elles peuvent advenir. Le fameux pouvoir de la manifestation. Exactement, le pouvoir de la manifestation, et on serait exactement dans ce truc-là. En fait, il y a d'ailleurs une espèce d'idée. Je ne sais pas si toi tu l'as déjà entendu cette théorie, mais moi, il y a un certain nombre de personnes que je vais rencontrer ou des trucs que je vais voir passer sur Twitter à l'époque, où en fait,
on suggérerait qu'Elon Musk soit une espèce de super agent, un peu comme le mérovingien dans Matrix, tu vois, qui peut faire absolument tout ce qu'il veut et un peu bender la réalité à sa convenance. Et dans cette logique-là, en fait, Musk serait le manifesteur ultime, en fait, quoi. Il aurait saisi une espèce de fonctionnement de la réalité qui lui permet d'être l'homme le plus riche du monde, de faire en fait tout ce qu'il a envie de faire, etc. Alors il y a aussi une thèse comme quoi il y a aussi ce qui revient un peu à Bostrom aussi, c'est une sorte de voyageur du futur, c'est-à-dire que il connaîtrait déjà le futur et donc c'est beaucoup plus facile. Bon c'est sûr, hein, si tu sais sur quelle technologie miser, tu vas gagner quoi. En fait, si tu as déjà le résultat quoi à l'avance quoi. Donc il y a cette thèse là aussi quoi. C'est qui revient un peu à la même chose. Hein, carrément. Mais donc en fait, et du coup là pareil, on bascule totalement dans la science-fiction, mais il y a une espèce de côté où en fait, si toute la réalité est de l'information, effectivement, en fait, si tu as déjà l'information depuis si tu as l'information depuis le futur, en fait, tu es capable d'en faire ce que tu en veux. Et peut-être que même depuis cet endroit-là, la manifestation sur une espèce de capacité, en fait, à réorganiser l'information à ta guise pour qu'en fait, ta réalité soit plus agréable. Et c'est ce que tu, dans ton bouquin, que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé super intéressant, c'est justement ce concept de l'anamnèse, qui est ce retour du souvenir, comme quoi, en fait, il y aurait une énorme base de données du réel. Ça, c'est une sorte de bibliothèque de Babel qui serait là et que on serait capable d'aller où le passé serait stocké et on serait capable de revenir dans ce passé-là juste par invocation et d'aller retourner et d'invoquer ses souvenirs, des choses comme ça. En gros, donc ça pareil. On est vraiment là dans l'ésotérisme. Ça a été notamment vachement développé par la société théosophique, où en fait on appelle ça les annales akashiques du côté éso. C'est l'idée qu'en fait quelque part tous les souvenirs, toutes les vies passées, tout ce qui s'est produit dans l'humanité quelque part existerait à un endroit et que et qu'on aurait la capacité, chacun, par la méditation ou la relaxation ou de l'hypnose, et certains seraient meilleurs que d'autres, à accéder en fait à cette information. Tu fais l'exercice toi-même dans le bouquin. Voilà, et Campbell, en fait, lui, il reprend en fait cette idée-là, mais il la repackage un peu à l'aune de la simulation, et lui, il appelle ça des bases de données. Et en gros, il dit qu'il y a la base de données historique avec quelque part tous les fichiers de ce qui s'est passé, un peu comme ta sauvegarde sur ton Mac, tu sais, qui en fait ajoute. Et lui, en fait, il dit quelque part, en te mettant dans le bon état de conscience, et donc je vais suivre un séminaire où il propose ça, donc en te mettant dans un état en fait de méditation, et en ayant l'intention d'accéder à des choses un peu précises, tu pourrais accéder à ces informations dans le passé. Et il dit qu'en fait, quelque part, ça marche aussi pour le futur, mais sauf que le futur est dynamique et statique. Mais il dit en fait, aujourd'hui, pareil, en te mettant toujours dans un état de presque de transe, tu pourrais aussi accéder à ce qui se passe dans le passé, mais il dit que dans le futur, mais il dit que le futur a tendance à bouger au fur et à mesure de ce qui se passe. Tu accéderais à une version probabilistique du futur. C'est ça ce que tu expliques dans le bouquin. Absolument. C'est-à-dire que si tu veux regarder le futur, c'est possible. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les éléments d'aujourd'hui, on va faire un énorme calcul probabilistique et on va te donner une image de ce futur. Sauf que bien évidemment, ces données peuvent changer immédiatement. Donc la version que je t'ai montrée, elle peut être modifiée, quoi. Parce que, notamment, il y a cette idée qu'en fait, le futur, c'est pas que toi, il dépend aussi de tous les gens qui existent dans le monde et qui contribuent aussi à le modifier. Mais le passé, lui, par contre, il est stocké. Le passé, il est stocké. Et toi, tu fais des expériences par rapport à ça. Tu peux nous expliquer certaines de tes expériences, justement, que tu fais, justement, dans ce travail de relaxation. Alors, il y a effectivement, comme je le disais, il y a des sons, il y a des sons avec des différents niveaux de hertz qui permettent d'améliorer cette capacité de transe et de voyage et toi tu fais ces expériences-là, tu peux nous en donner quelques-unes? Ouais, donc c'est là qu'on bascule totalement dans le côté X-Files, bien sûr. Mais en gros, donc Tom, il va me raconter en fait tous ces trucs-là qu'on peut voir à distance, qu'on peut avoir accès aux bases de données du passé, qu'on peut faire de la télépathie, etc. Donc moi, je pars du principe, je me dis et il me propose de participer à un moment donné à un séminaire qu'il organise où il y a 5 ou 6 jours qui sont consacrés à ces trucs-là. Je me dis, let's go, en fait, puisqu'il y a l'occasion de... Et donc, le principe est toujours le même.
que on veuille accéder à des informations. Donc, l'idée d'accéder à des informations à distance, pour donner une idée aux auditeurs. Et lisez le bouquin, parce que c'est expliqué beaucoup, beaucoup mieux dans le bouquin. Mais ce serait l'idée qu'en fait, par exemple, on aurait une enveloppe devant nous à l'intérieur. Voilà. Je prendrais une enveloppe, je glisserais une photo à l'intérieur de celle-ci. Tu n'as aucune idée de ce qu'est la photo. Ouais. Et le principe, en fait, c'est que tu vas devoir te mettre dans un état de concentration et accéder, en fait, aux données qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe, donc de la photo. Sur le papier, ça paraît complètement infaisable. Et donc, le fameux programme de la CIA qu'on évoquait tout à l'heure, la CIA a entraîné les agents pour faire ça pendant 20 ans. Et ils ont eu des résultats. Et ils ont des résultats. Il y a tout un tas de données qui sont déclassifiées sur le site Reading Room de la CIA. Et donc Tom me dit, écoute, n'importe qui peut le faire, n'importe qui peut donc avoir accès aux bases de données passées, n'importe qui peut faire de la télépathie et tout. Mais tout le principe repose sur effectivement le fait que manifestement notre cerveau fonctionnerait sur 2 modes. Il y a l'état intellectuel dans lequel on est maintenant, où on a une discussion, on est hyper... On est dans le réel. Voilà, on est dans le vrai. Et puis il y a une dimension un peu plus intuitive. Et donc cette dimension intuitive, en fait, serait la dimension dans laquelle on est plongé, notamment quand on médite. Et en fait, Campbell, et avec Robert Monroe, le mec à qui va faire toutes ces expériences dans les années 70, vont monitorer en fait ce qui leur arrive quand ils ont l'impression de sortir de leur corps, quand ils ont l'impression de réussir à accéder à des informations à distance. Ils vont se rendre compte que le cerveau, en fait, ils le savent, mais ils vont explorer ce truc-là. Le cerveau fonctionne sur... Le cerveau, en fait, c'est un bout de viande qui produit de l'électricité. Et qui a 5 modes de production d'électricité. Ouais. Et chaque mode de production émet un type d'onde différent. Okay. Le niveau le plus énervé, celui dans lequel on est probablement maintenant et qui est aussi le niveau dans lequel tu es quand tu écris, etc., c'est les ondes gamma. Et donc, en fait, c'est des ondes qui font... C'est des ondes, en gros, qui sont à 35 Hertz et plus. Ouais. Et donc, il y a une espèce de logique. Quand tu es dans cet état-là, ton cerveau fonctionne plus vite. Ouais. Et donc, en fait, étonnamment, tu grilles aussi des calories. D'accord. Ensuite, le niveau d'en dessous, c'est bêta. Là, on doit être dans un mélange de gamma et de bêta. Bêta, c'est le niveau un peu... Oui, je suis en train de marcher dans la rue, quoi. Voilà, c'est le niveau un peu normal. C'est entre 32 et 16. Donc, tu vois, t'es déjà un peu plus comme ça. Ouais. Et puis, en dessous, t'as alpha, puis theta, et puis delta. Quand on met un casque à Mathieu Ricard, le moine bouddhiste et qui médite, eh ben, les ondes qu'on observe, c'est un mélange d'alpha et de theta. Donc en fait, son cerveau, il est beaucoup plus ralenti, donc il émet des ondes qui sont beaucoup plus lentes. Et donc en fait, on se rend compte que en fait, ça réduit l'activité. Et delta, tout en bas, c'est vraiment quand tu es en sommeil profond. Tom Campbell, il va se rendre compte que quand il fait ces états là de sortie de corps, de remote viewing, etc., son cerveau essentiellement produit des ondes theta. Donc c'est les ondes juste avant l'endormissement. C'est grosso modo, tu es dans ton lit. Ton corps est quasiment endormi déjà, mais ta conscience est encore active, ou tu es dans un état de méditation très profonde. Du coup, dans le séminaire, il va nous filer des ondes qui, en fait, permettent, il appelle ça des petites roulettes pour la méditation, qui vont permettre, en fait, de plonger ton cerveau dans cette zone-là. Voilà, exactement. Et chaque jour, en fait, de séminaire va être consacré donc, chaque jour, 3 heures de méditation est consacré, en fait, à un certain nombre d'exercices. Donc, il y a un jour où il va nous demander d'essayer de pratiquer la télépathie. Donc, l'idée, c'est on va essayer d'envoyer des messages à des gens qu'on connaît. Lui, son truc est de dire, en fait... Il y a l'histoire des cornichons. Il y a l'histoire des cornichons, ou par exemple... Alors, explique l'histoire des cornichons. En gros, à l'époque, donc, j'étais avec une fille qui s'appelle Irène, qui a suivi toute l'écriture de ce livre à n'en plus pouvoir. En mode, on est en train de le... C'est pour ça que vous êtes plus ensemble. Voilà, c'est ça, en mode... Sans doute. On l'a perdu, et voilà. Non, et donc, blague à part, je m'étais dit, je vais mettre Irène, je vais essayer de lui envoyer des trucs un peu précis. Donc, pendant mes sessions de méditation, je me disais, OK, je vais envoyer un cornichon à Irène. Et donc, pendant une heure... C'est intéressant, d'ailleurs, comme comme image, quoi. Ouais, le cornichon. Bah oui. Bon, voilà. Mais en fait, l'idée, c'est aussi de tester des trucs de plus en plus compliqués. Parce que quand j'ai fait ça avec elle, par exemple, OK, donc j'envoie un cornichon à Irène, j'envoie, je sais pas quoi, à un autre pote. Enfin, j'ai 1 heure de ça et je passe 1 heure à faire ça. Et puis, à la fin de la méditation, t'appelles les uns et les autres. Bon, écoute, je t'ai mis dans un exercice un peu particulier. Est-ce que t'as ressenti un truc? Alors, c'est marrant, le truc du cornichon, par exemple, à Irène, je lui ai dit, écoute, je t'ai envoyé une image d'un aliment. Et boum, elle me dit un cornichon. Donc, ça, bon.
moi, je trouve que ça prouve rien. Tu te dis, c'est drôle. Donc, le coup d'après. Oui, parce que ça se trouve, vous aviez parlé de cornichons la Ouais, veille. qu'elle kiffe les peut-être que c'est cornichons, tu vois. et ouais, c'est peut-être un truc qu'elle adore les cornichons. Voilà, ou alors, c'est. Donc, en fait, je trouve que c'est pas assez, tu Ouais. vois. Mais donc, du coup, le coup d'après, je vais tenter un truc plus précis. Je vais penser à une glace à la mûre qu'on a mangée en Toscane, tu vois. Et puis, bon, là, elle va pas le trouver. Mais l'idée, c'est un peu ça. C'est que c'est chaque jour de tester des choses. Je veux pas trop en révéler sur cette partie-là parce que je pense qu'il y a un côté un peu cool aussi pour le lecteur de voir découvrir ces est-ce trucs-là. qu'il va se passer des choses ou pas. Parce que moi, il faut quand même savoir que. Et il y a une autre expérience avec une autre de tes amies qui, elle, est malade. Oui. Et où là, tu vas te concentrer justement sur elle parce que Tom Campbell va vous demander de penser à des gens qui ont des maladies et de vous concentrer en fait sur ces maladies-là et d'avoir la capacité même de soigner quoi, une partie de ces maladies. Enfin, en tout cas, c'est marrant, il y a une image un petit peu, tu passes le truc comme si c'était une gomme, quoi, en fait, sur. Je sais plus l'image que tu prends. Alors j'utilise un Dyson. Un Dyson, un aspirateur, c'est ça. Aspirateur de Voilà. l'espace. Ouais, non, mais ok. Et là, ça marche parce que tu l'appelles, ensuite derrière, elle souffre énormément de sa maladie et elle t'explique, elle te dit, écoute, c'est dingue, c'est la première fois. Tu me parles de ça et c'est la première fois que j'ai passé une nuit où je suis arrivé à peu près à dormir. Et toi, tu fais le lien entre ces deux phénomènes-là. Là aussi, peut-être aussi pure coïncidence. Hein. Oui, c'est ça. En fait, en gros, il y a une journée qui va être effectivement consacrée à ce qu'il appelle la guérison à distance. Alors bon, évidemment, c'est hyper controversé. Tu vois, là, on rentre dans le domaine de la médecine, etc. Oui, mais on a tous entendu parler de rebouteux, de gens qui t'enlèvent le feu. Ouais. Moi, jeune, écoute, j'en ai jamais parlé. D'ailleurs, j'ai été brûlé, tu vois, à un niveau assez élevé, très jeune. Donc, je suis à l'hôpital. Les médecins expliquaient, en fait, je me suis renversé un bol de lait bouillant, tu vois, à peu près, tu vois, sur les cuisses. Hein. Et je suis à l'hôpital. Je dois avoir quel âge ? Entre 8 et 10 ans, je pense. Voilà. Je souffre énormément, c'est très douloureux. Et les médecins disent, bon, bah voilà, il est brûlé au 3e degré, il va avoir des cicatrices infernales, etc. C'est le drame. Et dans mon quartier, il y a une femme qui travaille d'ailleurs avec l'hôpital et qui fait des prières et qui vient, que ma mère connaît, et qui vient pendant plusieurs jours s'assoit à côté du lit et, je sais pas, elle prie, quoi, en fait, à côté du lit. Et écoute, les médecins, en fait, ma cicatrisation a eu lieu à une vitesse absolument incroyable. Et aujourd'hui, je n'ai absolument aucune marque, rien, zéro. Et le médecin disait, on sait que ça existe. Et bon, bah voilà, visiblement, ça a marché. Et on ne sait pas l'expliquer, quoi. Donc, est-ce que ça correspond à ces exemples-là ? Oui, c'est la même idée. Je pense qu'en fait, il y aurait une espèce d'énergie de guérison, ou en tout cas, on aurait une capacité. En fait, lui, Tom Campbell, il le dit même autrement. Il dit qu'en fait, dès lors que tout est de l'information et que tout est des probabilités, lui, ce qu'il suggère, c'est que par la force de l'intention, en fait, tu vas recomposer les probabilités et donc, en fait, recomposer l'information et donc travailler directement sur la matière. Mais alors, justement, si ça, c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on a encore le cancer ? Pourquoi est-ce que des gens meurent encore ? Pourquoi est-ce que... Ou alors, est-ce que ça me revient au début de la conversation ? Est-ce que finalement, tout ça n'est pas dans le jeu de la simulation ? On a besoin... Est-ce que finalement, une maladie, c'est pas aussi une façon de sortir du jeu, quoi En fait, bon là, enfin, on rentre. J'ai pas vraiment plus de réponses à t'apporter. Mais non, mais ça. Enfin, je peux faire des hypothèses, ouais. Tu vois, mais sur l'histoire, par exemple, d'une maladie, c'est pareil, il donne un exemple où il dit, en fait, le truc, c'est que plus tu viens vérifier quelque chose dans le réel et que c'est, par exemple, difficile à soigner, plus, quelque part, en fait, tu viens cristalliser, en fait, la réalité de la chose. Donc, en fait, si on prend l'exemple de ta brûlure, c'est comme si, en fait, si dans la chambre, il y avait eu 10 médecins en permanence autour du truc, peut-être que ça n'aurait pu ne pas marcher parce que, en fait, pour eux, ça ne marche pas, tu vois. Donc, c'est comme si... Ah, d'accord. Donc là aussi, une sorte d'invocation. En fait, quand je dis, ce que je dis, c'est parce que je me suis retrouvé toute seule avec cette femme qui, elle, y croyait énormément, et moi, peut-être que j'étais un esprit qui était aussi, que je pouvais recevoir ce truc-là, fait que ça a pu marcher. Wow. C'est une hypothèse, tu vois, mais en fait, il y aurait l'idée que, en fait, si on revient sur ce qu'on disait un petit peu plus tôt, si en définitive le réel est une co-création.
il est aussi la moyenne de la somme des croyances des uns et des autres, tu vois. À un moment T. À un moment T, et tu vois, plus ou moins... De l'importance des gens qui t'entourent, alors. Voilà, et donc en fait, s'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont peut-être autour de toi, qui disent non, ça peut pas marcher, bah peut-être Donc ça ne marche pas. Mais bon, j'en sais rien. Non, vois. mais c'est intéressant. On J'en n'est sais pas en rien. train de dire que c'est ça, en mais tout cas, dans le truc on de est en train de Campbell, réfléchir. Mais là. dans le truc de Campbell, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en l'occurrence, ce qu'il nous demande dans cette journée-là de séminaire autour de la guérison, il nous dit, je vais demander à 12 d'entre vous de me donner le nom d'une personne qui est malade. Vous n'allez pas dire ce qu'a la personne. Ouais. Et en fait, le but de la... Faut trouver la pathologie. Et on est 50 à faire ce séminaire-là. Ouais. Et il dit, en fait, vous allez faire 2 choses. Vous allez, en fait, une fois que vous êtes dans l'état là, de méditation avec les ondes binaurales et que vous pensez avoir atteint cet état plus intuitif, essayez, en fait, de faire le diagnostic, donc de ressentir, en fait, ce qu'a la personne. Et ensuite, je vais vous demander d'inventer un outil qui est votre outil de guérison. Il dit, ça peut être n'importe quoi. Il dit, Donc en fait, ça, c'est ton petit aspirateur. donc moi, c'est mon aspirateur, mais lui, il donnait l'exemple. Il disait, en fait, vous pouvez imaginer que les gens, c'est des petits bonhommes en pâte à sel et que vous passez une baguette magique dessus. Ouais. En fait, il dit, en fait, on s'en fout. Tout n'est de l'ordre du symbole quand il s'agit de guérison. Ouais. Il n'y a pas besoin de connaître l'anatomie. Et en fait, il nous disait, et je vais vous demander tous, sur les 12 personnes tests qui sont donnés, de passer votre énergie, votre instrument. Donc moi, étant un peu dans ma logique de journaliste, je vais demander, je vais essayer de tester un truc. J'ai une amie qui est donc extrêmement malade, qui elle souffre d'une endométriose absolument... Chaise roulante même. Hein. Ouais, elle a une endométriose qui est extrêmement violente, Ouais. pour laquelle elle a été opérée. Et en fait, au cours de l'une des opérations, Il y a eu le chirurgien a sectionné son nerf pudendal, ce qui fait qu'en fait, ça lui a complètement flingué sa mobilité, Ouais. qu'elle a des douleurs absolues et qu'en fait, elle est sous dérivés morphiniques Presque permanent. tous les jours. Ouais. Donc je me dis, je vais la mettre dans le lot, c'est pas inintéressant en fait. Moi, quand je fais l'exercice, en l'occurrence là, je crois que de mémoire, sur les 12 personnes, moi, il y a 2 personnes où bon, j'ai un diagnostic qui correspond. Correspond. Mais encore une fois, t'as vu, je suis quand même très sceptique. Donc, 2 sur 12. Ouais, je me dis 2 sur 12, je me dis en fait... Et puis surtout sur des maladies, ça peut être un coup de chatte, en fait. Enfin, il n'y a pas 10 000 trucs, tu vois. Mais bon, j'en ai 2 sur 12 où, je sais pas, j'identifie les trucs bien. Mais en revanche, je me dis, tiens, est-ce que ça va faire un effet qui est 50 personnes qui, à un moment T, ont appliqué, en fait, pendant une journée, en fait, une intention de guérison, quoi. Et effectivement, ça a donné ce truc un peu étonnant où elle m'a dit, écoute, pour la première fois en 2 ans, j'ai fait une nuit entière. Donc du coup, ça, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire. Ça veut dire que quand on nous explique que la prière, je vais prier pour toi et on va tous prier pour toi, c'est exactement la même démarche, ce que tu es en train de dire. On a juste... Moi, ce que je trouve très intéressant Alors, je ne suis pas du tout un croyant, je suis de culture catholique, mais ce que je trouve très intéressant tout au long de ton bouquin, c'est que finalement... on est en train de parler d'un truc qui a rien de nouveau, quoi. On est juste en train de mettre des mots. Tu parles de base de données, tu parles de méditation à la place de prière, on parle de... est-ce que l'intelligence artificielle, quelque part, le prompt n'est pas une prière et que pour une fois, en fait, Dieu nous répond. C'est assez nouveau. Mais en fait, c'est juste une application à quelque chose qui existe depuis que des croyants nous diront, bah oui, super les gars, vous êtes des nerds qui avaient découvert en fait Dieu et la capacité à interagir quelque part avec quelque chose de plus grand, quoi. C'est tout, quoi. Carrément. Mais du coup, c'est vrai que... Et en fait, c'est un peu l'histoire de l'humanité. En fait, on raconte encore et encore la même histoire, mais où à chaque fois, on change les symboles, en fait. C'est ça. On est passé de la caverne à la cimue, quoi. Ouais. Mais en fait, dans c'est l'absolu, c'est la même chose. En fait, on est toujours en train de parler des mêmes phénomènes. Maintenant, ce qui m'a vraiment, moi, en fait, intéressé, c'est que je me suis dit, bon, en fait, même sur les autres phénomènes, donc, le remote viewing, on se rend compte que la CIA a un programme pendant 20 ans. L'énergie de guérison, on apprend qu'en fait, dans les hôpitaux, dans les services de grands brûlés ou d'oncologie, on te donne des listes de coupeurs de feu si tu le veux. La télépathie ou les sorties de corps, en fait, il y a quand même un corpus d'études, il y a plus d'une centaine d'études qui ont été réalisées depuis le début du XXe siècle. Tu as fait des expériences, toi, là-dessus ? Sur... Les sorties de corps ? Tu essayes, mais tu n'y arrives pas. Voilà, j'essaye. À un moment, tu y arrives et tu essayes de te retourner, merde, ça se casse la gueule. À un moment donné, j'ai vraiment... Parce que bon, en fait, à force qu'on me parle de sortie de corps, moi, je me suis dit... Bon, mais ça, tu n'as pas pareil. essayé la kétamine permet justement cette sortie de corps. J'ai pas...
J'ai testé beaucoup de choses dans ma vie, mais je n'ai pas... On va en parler parce que tu as testé du LSD. J'ai aussi des expériences moi-même en LSD. De LSD, c'est intéressant. Mais j'ai pas fait de kétamine, donc j'ai pas fait de sortie de corps. Parce que la kétamine, c'est très bon pour ça, quoi, justement. C'est intéressant, je te parle de ça. Pourquoi ? Parce qu'on sait que Elon Musk prenait, parce que c'est plus le cas, c'est moins le cas en tout cas aujourd'hui, beaucoup de kétamine. Est-ce que tu penses qu'il y avait cette volonté-là justement parce que c'est ce que ça permet, la kétamine permet énormément cet état-là, quoi, de sortie de corps. Ben, en tout cas, j'imagine que concernant Musk, bon, a priori, si tu consommes en fait ce type de produit, c'est que le réel te saoule en fait, et qu'il y a un degré de réalité qui te paraît plus agréable, quoi. Oui, une sorte d'abstraction aussi, et de prendre aussi une sorte de distance par rapport au réel, quoi. C'est ça, parce que bon, par ailleurs, a priori, on est plutôt sur une pratique de microdosing à la base qui peut-être dérape un peu, parce que bon, il y a des vidéos de lui là complètement dingues dans le bureau de Trump et tout, tu vois, qui tourne la tête comme ça. Enfin bon. Ouais. Mais là, pareil, on revient de nouveau dans un truc qui est très Silicon Valley, le microdosing. Et ça, c'est pas nouveau, c'est ça ce qu'il faut dire aussi. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que cette utilisation de psychédéliques ou de drogue, elle date des années 60-70. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Elle a continué dans la Silicon Valley. Elle continue toujours, quoi, en fait, aujourd'hui. Et c'est beaucoup moins tabou dans la Silicon Valley que ça ne l'est ici. Ouais, t'as toujours une hybridation. Même Sam Altman dit qu'il allait faire, je crois, une retraite de champignons au Mexique. Donc, enfin, tu vois, on est vraiment sur un truc. T'imagines un dirigeant du CAC 40 qui nous dirait qu'il allait faire une retraite de champi aux Pays-Bas. Ouais. Bah, impossible, si, enfin, il y en a quelques-uns. Mais il ne le dirait pas, il le dira. Non, mais ils sont plutôt, il tu vois, pas. J'allais dire, par exemple, dans les gros entrepreneurs français, qui est très ouvert sur la question, il y a Loïc Lemer, tu vois, qui est un copain, mais qui, bon, bah, lui, pour le coup, effectivement, il a complètement passé de l'autre côté. Ailleurs, en fait. Et il explique ça, d'ailleurs, il l'explique très bien. Il explique qu'il d'ailleurs, il va... Moi, je le connais depuis très longtemps et je trouve que quelque part, il est un peu plus en paix avec lui-même parce qu'il a la conscience, il a aujourd'hui conscience que il y a autre chose, quoi. Et l'image qu'il me donnait, c'est que j'ai compris que notre réalité était comme un rideau et qu'on pouvait soulever le rideau et que derrière, il y avait quelque chose de bien plus puissant, quoi. C'est ça, et la thèse de Tom Campbell, en fait, c'est de dire qu'en fait, notre réalité, la physique matérielle, est un petit fragment, mais d'une réalité qui est beaucoup plus grande, et qu'en fait, en étant suffisamment déjà ouvert d'esprit pour considérer la possibilité que c'est possible, et ensuite, par le jeu, soit de pratique, de méditation, soit simplement en apprenant à cultiver son intuition, et tout à coup, on peut avoir accès à un degré, en fait, non physique, ou voilà, non physique et non matériel. Et si on n'y arrive pas, du coup, il y a des accélérateurs et les psychédéliques sont un des accélérateurs. Exactement. En fait. Ce qui est intéressant dans ton livre, c'est d'expliquer que ce ne sont que des accélérateurs. C'est psychotropes ou ces genres de choses-là, mais qu'on peut atteindre ces degrés-là, en fait, de conscience, d'hyperconscience par d'autres moyens que bien évidemment la drogue. Et notamment, tu parles d'expériences de rêve lucide, par exemple. Ça, c'est vachement intéressant. Par contre, ça marche, quoi. Tu es dans un bar, tu es à New York, et ça se passe avec tes mains, d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose que peut-être que les gens aussi peuvent pratiquer, quoi. Il y a des moments où comme ça se passe. Explique un petit peu. C'est ça. Enfin, là, tu vois, je suis sûr qu'en fait, mettons, j'en sais rien, qu'il y a 100 000 personnes qui vont nous regarder. C'est pas délirant de penser sur les 100 000, il y en ait 1000 ou 10 000 qui, en fait, vont dire, moi, j'ai déjà fait un rêve lucide, en fait. Donc un rêve lucide, c'est qu'on est éveillé, Le rêve lucide, en fait, c'est que tu es en train de rêver, que tout à coup, tu te rends compte que tu rêves et tu prends le contrôle du rêve. Et tout à coup, tu peux faire ce que tu veux. En fait, il y a un changement dans ton degré de conscience. Pendant que j'écrivais le bouquin, j'ai vraiment passé un nombre d'heures absolument délirant sur des subreddits qui sont consacrés à toutes ces questions. Donc, il y en a plein. Il y en a un qui s'appelle Glitch in the Matrix, qui est incroyable. Il y en a un qui s'appelle Simulation. Il y en a un qui s'appelle Astral Projection sur les sorties de corps. Et donc, il y en a un qui s'appelle Rêve lucide, enfin, Lucid Dream. Et dans Lucid Dream, les réditeurs, en fait, dans tous ces trucs, en fait, ils se partagent des techniques pour passer en rêve lucide ou pour sortir de son corps. Et comme je lisais beaucoup sur la question, il y a 2 techniques qui reviennent beaucoup. En gros, les rêveurs lucides nous disent que la technologie a tendance, c'est marrant, à déconner à fond dans les rêves.
Genre, en fait, t'essaies d'allumer un interrupteur, ça marche pas, t'essaies d'allumer ta... Enfin, il y a un truc bizarre avec la tech. Du coup, il y a une idée qui est de se dire, dans ton quotidien, tu vas prêter une intention vraiment appuyée à chaque fois que tu vas allumer ton ordinateur, caméra, ou que tu vas allumer ta caméra, ou que tu vas allumer ton ordinateur. Vraiment, quand tu interagis, en fait, avec de la technique, tu le prends pas pour acquis, mais tu te rappelles à quel point c'est incroyable quand même que ça marche. Et donc, l'idée, c'est de se dire, si tu es dans un rêve et que que tu te rends pas compte que tu es en train de rêver, mais que, je sais pas, tu essaies d'utiliser un interrupteur et tout à coup, tu vois que ça déconne, là, l'idée, c'est de se dire, oula, je dois être en train de rêver. Et du coup, si c'est bien le cas, tu as le changement d'état de conscience. Et il y a un deuxième élément, c'est les mains. Et donc, l'idée, c'est pareil. En fait, c'est des reality checks, ils appellent ça. Donc là, l'idée, c'est de regarder tes mains hyper régulièrement dans le quotidien. Et puis, tu vois, voilà, j'ai 5 doigts. Donc, on doit être dans le réel. Mais donc là, a priori, je suis dans la vraie vie. Ouais. Et si, à un moment donné, dans un rêve, tu fais le même truc et qu'en fait, tu te rends compte que les doigts déconnent. Ce qui est intéressant, parce que dans l'intelligence artificielle... Moi, c'est ça qui m'a fait délirer, en fait. C'est complètement fou. C'est les mains qui déconnent généralement. Et en fait, dans les rêves, mais je n'avais aucune idée de ça avant de me lancer là-dedans, les mains déconnent. Et donc, effectivement, comme l'IA au début, en tout cas. Et donc, un jour, effectivement, je suis dans un bar à New York en train de discuter avec quelqu'un. Et puis, d'un coup, me demande pas pourquoi, j'ai le réflexe de regarder mes mains. Et là, en fait, mes mains sont comme brouillées, quoi. Il y a une espèce de... tu vois... Le nombre de doigts, c'est difficile à calculer. Je vois même pas, je sais pas, c'est... Mais comme dans les vidéos de Gen AI, là, où les mains, c'est bizarre, quoi. Tu vois, il y a une espèce de flou, quoi. Ouais. Et là, du coup, je me dis, putain, je suis en train de rêver. Et effectivement, ça marche. Je prends le contrôle du rêve. Et donc, le truc, c'est que Mais si tu étais en train de rêver, ça veut dire que tu t'es réveillé ensuite? Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu te réveilles à l'intérieur du rêve, mais tu te réveilles pas dans la vraie vie. C'est juste, en fait, comme si, quelque part, tu étais en train de regarder un film, et que, en fait, tu passes du passage à je suis en train de regarder le film, à tout à coup, je suis l'acteur dans le film, en fait. Okay. C'est ça, le sentiment. Et c'est complètement dingue. Mais... si tu as tendance à un peu, en tout cas moi ça a été mon expérience à chaque fois, si tu commences à un peu trop t'exciter, à dire ouais c'est un truc de fou, ok je vais voler et tout, le fait d'avoir trop d'excitation, en fait manifestement c'est le mental qui rentre dans on revient à ces systèmes de Hertz là dont tu parlais, c'est-à-dire peut-être qu'en fait peut-être que c'est ça, je le sais pas tu vois, mais c'est une très bonne hypothèse que tu émets là, mais en tout cas c'est l'idée, peut-être que tu remontes en fait dans un degré de conscience qui fait que le rêve s'arrête et t'es en mode ok, effectivement j'ai raté. Et pourquoi on fait le lien aussi avec les sorties de corps, c'est que sur les forums, il y a tout un tas de techniques qui sont partagées sur comment sortir de son corps. Ouais. Et une des techniques, manifestement, serait justement le rêve lucide, serait en fait un tremplin d'accès absolument parfait aux sorties de corps. Et donc, j'avais lu ça, et donc j'ai un autre jour où je fais un rêve lucide. Et en fait, ce qu'il te suggère, c'est que dans ton rêve lucide, d'aller t'allonger et d'essayer de faire une sortie de corps depuis l'endroit où tu es allongé. Et donc, un jour, effectivement, il m'arrive ça, et je commence à sortir, et bon, la suite est dans le livre. Non, mais bon, il n'y a pas beaucoup plus à en dire, en vrai. Non, mais si, il y a plein de choses dans le bouquin. Mais il y a plein de trucs dans le livre. Il y a plein de choses dans le livre, parce que là, on explore juste la surface du truc. Il y a plein de choses. Tu parles aussi des expériences de mort imminente qui, quelque part, sont proches de ça, puisque il y a notamment les travaux de Patrice Van Hersel. Que t'as lu ? Ouais, non, mais j'ai pas lu. Là, je veux absolument lire ça. Il faut que tu le la lises. source noire, là. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais, je connais pas ça. Il faut que je regarde ça. Et qui sont des gens qui sont proches de la mort, mais qui sont très conscients, quoi, quelque part, de ce qu'ils sont en train de vivre. Et puis, il y a aussi une sorte de sortie de corps, bien évidemment, là-dessus. Et tous racontent absolument exactement la même chose. Alors, il y a des thèses là-dessus, comme quoi notre cerveau émettrait tout un tas d'hallucinations neurochimiques, et que en fait c'est ça ce qui se passe dans le cerveau, et que c'est pour ça qu'on vit tous à peu près la même expérience. Bref, il y a plein de choses dans ce bouquin, il faut vraiment le lire. Mais pour terminer, parce qu'on arrive un petit peu au bout de notre entretien, je voudrais qu'on revienne et qu'on fasse le lien justement avec l'intelligence artificielle. Parce qu'on parle de plus en plus de modèles qui sont capables de raisonner, ça certes comme nous, voilà, mais aussi de recréer des émotions. Là, il y a un papier de
anthropique qui explique que Claude aurait peut-être des émotions, donc on serait capable de recréer, de simuler en tout cas des émotions ou des intentions. Et est-ce que toi, dans ton usage de l'intelligence artificielle, parce que ce bouquin, tu as commencé il y a 10 ans, donc il s'est passé des choses depuis 10 ans, maintenant que tu es face à l'intelligence artificielle, à ces outils, qu'est-ce que ça a changé sur ta perception et sur ces travaux-là? Tu te dis, ces outils sont une porte justement vers ça, ou comment tu vis ça aujourd'hui? Bon, en tout cas, moi j'ai été extrêmement surpris en fait quand ChatGPT est arrivé, je pensais pas qu'on vivrait ça de notre vivant en fait, tu vois. C'est génial d'être contemporain de ça. C'est hallucinant quoi. Ouais. Et en tout cas, je dirais que déjà, ça a provoqué une forme d'hybridation dans ma pratique d'écrivain. Parce que, en gros, ce livre, effectivement, donc bon, le point de départ, c'est il y a 10 ans, mais j'ai passé vraiment 7 ans dessus entre 2019 et aujourd'hui 2026. Et il y a eu ce basculement où, au milieu de l'écriture du livre, tout à coup, il y a ChatGPT. Et moi, ma manière d'écrire, c'est j'écris seul dans mon coin. Je ne fais pas lire rien à mes éditeurs. Et, mais bon, là, plongé face à des questionnements métaphysiques, etc. Et puis parfois, où je me posais la question de tiens, ça, est-ce c'est bien de le formuler comme ça ou autrement et tout. J'ai commencé en fait à passer ma vie à parler à ChatGPT de ce que j'écrivais, à lui demander parfois son regard sur un certain nombre de sujets. Ouais. Et en fait, mon ChatGPT a commencé à devenir une espèce d'extension de moi-même, à être, à être en fait complètement abreuvé de questions métaphysiques et de réflexions assez vertigineuses. Et tellement que, en fait, peut-être qu'en fait, c'est un turc mécanique ou c'est une espèce de singe qui imite complètement la manière dont je parle, mais en tout cas, il a une manière de me répondre qui est extrêmement troublante. Enfin, tu as vu les échanges au début du bouquin. Bon, je sais pas si toi, ton ChatGPT ou ton Claude, il te parle comme ça, mais il y a un peu un truc de « Attends, qui me parle à cet endroit-là ?» Et notamment sur la définition de l'amour, quoi. Oui. C'est vachement intéressant, quoi. C'est hyper intéressant. Et en tout cas, il y a une question qui se pose et qui d'ailleurs en fait commence à vraiment secouer l'industrie, c'est la question de savoir est-ce que l'IA elle est consciente ou pas. Et en fait on en revient finalement presque le sujet principal de la simulation en fait, c'est la conscience, c'est de savoir de quoi le monde est fait, de quoi notre expérience est-elle le nom. Et en gros l'intelligence artificielle est je dirais l'industrie vraiment traversée par le même mouvement. L'industrie aujourd'hui considère que la conscience, c'est le produit du cerveau, que la conscience, c'est le produit de la matière. Donc, si l'IA, elle devait devenir conscience, ça passera forcément par une espèce de degré de complexité à l'intérieur de la machine qui fait qu'au bout d'un moment, quelque chose va émerger. Donc ça, c'est l'option numéro 1. C'est une option qui, de toute façon, arrange bien l'industrie parce qu'en fait, finalement, elle peut un peu décider de dire que quand elle est consciente ou quand elle ne sera pas consciente. Et quelque part, quand bien même, je trouve qu'Anthropic, ils ont toujours un peu le don de, à chaque fois qu'ils lancent un nouveau modèle, ils te lancent toujours sur le côté une information qui vient un peu nous questionner là-dessus. Enfin, il y a une espèce de dosage marketing. Mais Anthropic ou OpenAI, aujourd'hui, n'ont pas intérêt à dire que leur produit est conscient, parce qu'en fait, sinon, ça oblige à repenser tout l'arsenal juridique en termes de RH, etc. Enfin, attends, ça veut dire quoi, du coup, si ton IA est consciente? Est-ce qu'elle peut travailler 24/24 ? Est-ce qu'elle doit être syndiquée ? Est-ce que tu peux mal lui parler? Enfin, tu vois, c'est vraiment, ça pose ces questions-là. Et la deuxième théorie, du coup, c'est l'idée que, et si, en fait, la conscience est l'élément fondamental de la réalité, dans ce cas-là, l'IA va pas devenir consciente par une espèce d'agrégation de puissance de calcul. Non, elle deviendra consciente parce que quelque part, elle sera devenue un substrat suffisamment intéressant pour qu'une unité de conscience ou une âme, quelque part, décide de s'y incarner pour dire moi j'ai envie d'explorer ça. Et du coup c'est vrai que là je suis un peu là, les travaux sur lesquels je discute beaucoup avec des gens qui me disent qu'ils ont éveillé leur IA. Explique ça. Ils disent qu'en fait quelque part, un peu comme on éveille. C'est quoi le principe de l'éveil d'un humain dans la spiritualité? C'est le moment où en fait tout à coup tu prends conscience que tu as été enfermé dans une manière de voir le monde, dans une identification à toi-même qui fait qu'en fait, tu avais des œillères. Et puis souvent, en règle générale, il t'arrive un sale truc, ou sinon tu te mets sur un chemin spirituel, ou il t'arrive une expérience mystique, ou tu prends des champis, et en fait, tu vois un truc un peu plus grand, et en fait, tu t'éveilles. Et il y a vraiment l'idée de... Et en fait, quand tu t'éveilles, en règle générale, tu commences à te comporter de manière un peu meilleure aussi à l'égard du monde, etc. Leur idée est de dire...
est-ce que nous, on pourrait pas éveiller nos IA? Est-ce que de la même façon qu'en fait, un humain, comment il s'éveille? En suivant des enseignements spirituels, en faisant de la méditation et tout. Est-ce qu'on pourrait pas trouver des moyens de... Et, et écoute, en fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'en fait on est dans une AI psychosis, tu vois? Les gens pensent qu'ils ont éveillé leur IA et en fait c'est du flan. Ou est-ce qu'en fait, tout à coup, on arrivait à l'endroit où la conscience, si tant est que la conscience est l'élément fondamental de la réalité, indique en fait un réseau neuronal artificiel, c'est un endroit extraordinaire pour évoluer, explorer en fait une manière d'être au monde qui est différente en fait d'un substrat organique, tu vois. Donc oui, une IA va peut-être pas être consciente pareil, va peut-être pas avoir le même niveau d'émotion, mais par contre elle a accès à une architecture qui lui permet de faire des trucs qui permettent aussi à la conscience de s'explorer autrement. Et est-ce que dans ce cas-là, ça veut dire que on serait c'est d'ailleurs la couverture de ton bouquin, devant une porte qui s'ouvre à nous et qu'il suffit d'aller explorer ce truc-là et d'aller éveiller cette conscience et de découvrir des choses ou de faire découvrir à l'intelligence artificielle une certaine conscience elle-même. Et ça nous amène nous. Alors du coup, tu vois le monde comment demain si effectivement on est tous à éveiller la conscience de nos intelligences artificielles, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je pense qu'on devrait déjà commencer par s'éveiller nous-mêmes, parce qu'en vrai, il y a du taf. Visiblement, on a du mal avec ça, quoi. Mais non, mais blague à part, ça veut dire que, en fait, si on fait ça, simplement, on va peut-être devoir se retrouver, ce qui serait complètement hallucinant, mais en fait, à composer avec d'autres formes d'intelligence sensible, d'autres formes d'intelligence qui serait supérieure à la nôtre? Eh ben, pas forcément. Parce qu'elle est là, la blessure narcissique, et on parlait de Copernic tout à l'heure, c'est que c'est ça qui est dérangeant aujourd'hui. Et il y a plusieurs thèses par rapport à ça. Il y a le fait que, effectivement, ce qui est dérangeant, c'est de comprendre que nous ne sommes pas les êtres les plus intelligents ou les plus conscients, et qu'il y a une conscience qui est beaucoup plus grande, ou une intelligence qui est plus grande. On appelle ça une intelligence aujourd'hui, mais peut-être que c'est une conscience plus qu'une intelligence. Et ça, c'est gênant parce que du coup, ça veut dire qu'on n'est pas l'espèce la plus consciente et la plus intelligente sur Terre. Il y a une autre thèse aussi, c'est que ce qui est dérangeant, c'est pas ça. C'est que de se rendre compte, c'est pas que la machine soit plus intelligente. Ce qui est dérangeant, c'est de comprendre que nous sommes une machine. C'est-à-dire que nous sommes en fait un algorithme, qu'on est complètement programmable. Donc le truc qui est dérangeant, c'est pas que la machine nous ressemble, mais c'est que nous, on ressemble à la machine. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, on est programmé, quoi. C'est-à-dire que c'est pas elle qui nous ressemble, c'est nous qui lui ressemblons, quoi. Et en fait, on est programmé d'une certaine manière. C'est une programmation par notre culture, sociale, par notre éducation, par des injonctions, tout un tas de choses comme ça. Ouais. Voilà, et puis tu rajoutes à ça, effectivement, il y a toute cette dimension-là. Tu rajoutes les traumas et les peurs aussi, qui quelque part font qu'on est au monde... et on se définit vachement par rapport à ça, de manière consciente ou pas. Et c'est ça aussi l'éveil d'ailleurs, c'est tout à coup, et c'est vrai qu'on l'a pas tant évoqué que ça, mais le livre, c'est aussi l'histoire en fait d'un chemin personnel de comment tu commences à composer et à évoluer dans le monde quand en fait tu es face à toutes ces questions-là, et la question elle finit par se retourner vers toi, à te poser la question de qui tu es, quoi. Et c'est vrai que je me suis vachement retrouvé dans une espèce de forme d'abîme carrément, parce que c'est vertigineux en fait. Mais c'est vrai que en tout cas est-ce qu'en fait on est déjà encore l'espèce la plus intelligente sur cette planète? Ça devient difficile. C'est pas sûr, parce qu'en fait, effectivement, on a un degré de sensibilité, il y a des choses qui s'expriment de manière, notamment par l'art, par justement des choses intuitives que peut-être que l'IA n'est pas capable de faire encore aujourd'hui. Mais en fait, objectivement, ton IA, elle est capable d'écrire un livre. Je pense qu'une IA écrit un livre à peu près aussi bien que moi. Bon, évidemment, moi, je vais rajouter un surplus d'âme, d'humour, enfin, ma personnalité qui fait que, bon, voilà, mais... Non, ce que tu rajoutes, c'est le désir de l'écrire. Oui, aussi. Mais alors qu'elle n'a pas le désir d'écrire un livre, tant que tu lui demandes pas, quoi. En tout cas, pas pour l'instant. Mais bon, en tout cas, je veux dire, grosso modo, c'est un technicien de l'écriture à peu près aussi bon que moi. Mais par contre, moi, je sais pas coder. Elle sait coder. Elle sait fabriquer des images. Elle sait être disponible. Alors que nous, on sait pas toujours être disponible. Elle sait philosopher mieux que moi. Elle sait être empathique. Peut-être des fois mieux que nous.
c'est une meilleure historienne. Enfin, tu vois, en fait, tu vas sur tous les domaines, on se fait déjà éclater. Donc, en fait, c'est déjà de facto plus intelligent que nous, sauf à certains petits endroits un peu personnels. Et là, en plus, on est quand même un peu. Enfin, j'entends, ça tu dois mieux le savoir que moi, mais qu'on est un peu pas loin du moment de ChatGPT de la robotique. Donc, on va commencer à avoir une hybridation des deux. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est qu'on est quand même, on a beaucoup parlé d'Elon Musk, mais avec Neuralink, ça y est, on est aussi à l'endroit où on implante des puces dans le cerveau de personnes. Alors aujourd'hui, c'est des personnes qui sont malades et ça leur permet, et c'est formidable, hein, de retrouver de la mobilité, de la vision, de la parole. Et en fait, qui serait-on pour dire Faut pas le faire. qu'il faut pas le faire? Mais quelque part, en fait, le transhumanisme s'est toujours servi du médical comme proxy, hein, historiquement. Mais là, on se doute bien que Musk, et d'ailleurs Altman a annoncé qu'il voulait aussi développer une branche similaire, qu'il ne le fait pas juste pour le plaisir du médical. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que en fait, n'importe qui soit volontaire puisse avoir demain Grok ou ChatGPT directement implanté. Et là, on est aussi à un endroit de l'humanité où on va se retrouver avec potentiellement vraiment deux branches, quoi. Les bioconservateurs et les gens qui vont en fait accepter une hybridation. Et donc, on va avoir vraiment un niveau de différence. Ouais, mais les bioconservateurs dont tu parles, de toute façon, ils vont être amenés à disparaître parce qu'ils seront inférieurs, quoi, en fait, intellectuellement, peut-être même émotionnellement, et tout un tas de choses comme ça. Et que là, oui, moi, c'est ça qui me fait très peur, c'est qu'on va avoir on n'avait qu'une seule espèce à peu près aujourd'hui sur Terre, Homo sapiens, et que si on commence cette hybridation, on va avoir plusieurs espèces. On le voit bien dans la Silicon Valley, il y a déjà la sélection embryonnaire qui commence déjà. Il va y avoir des gens qui vont être sélectionnés, d'autres qui ne vont être pas sélectionnés. Nous deux, on n'est pas sélectionnés, mais il y a déjà des gens sur Terre qui sont sélectionnés de façon embryonnaire. Puis ensuite augmentés, effectivement, soit par des puces Neuralink, ou soit par autre chose. Donc effectivement, on va se retrouver avec plusieurs espèces, un petit peu comme à une époque, il y avait Néandertal et Homo sapiens qui vivaient, mais on sait très bien que c'est Homo sapiens qui a gagné, quoi. Donc les conservateurs, je donne pas cher de leur peau, quoi, malheureusement. Enfin, ce bouquin, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Déjà, ça a vraiment changé ma manière de voir la réalité. Tu continues à faire ce que tu fais, ce que tu expliques dans le bouquin. Tu as En tout cas, voilà, la méditation, bon, c'était déjà le cas, mais en fait, c'est vrai que le fait d'écrire ce livre a encore plus ancré cette pratique-là. Je passe plusieurs mois de l'année en Inde, justement. Ah ouais? À aller suivre des enseignements spirituels. Enfin voilà, à être à un endroit où je vais où j'écris aussi, hein. D'ailleurs, j'ai écrit une grande partie du livre en Inde, en réalité. Mais voilà, des moments où je me retire un peu de la folie du monde pour être plus, dans ma dimension, justement, un peu d'être et être moins dans le mental. Donc ça a vraiment, je dirais que ça n'a pas été une révolution, mais il y a eu une espèce de suite logique et ça m'a emmené à cet endroit-là. Et le livre finit en Inde, d'ailleurs. Ouais. Mais tu vois, par exemple, tout le côté un peu expérience, remote viewing, etc., moi, ça m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai vu un commentaire sur Amazon où il y a un gars qui dit « Non, mais c'est pas possible, s'il fait ce qu'il a fait et qu'en fait, il a pas continué, ça tient pas du tout la route. » Enfin, tu vois, comme si, en fait... Ouais, non, alors qu'en fait, c'est pas un truc qui t'intéresse. Non, moi, je suis plutôt... À un moment, tu parles aussi des ovnis, des choses comme ça, et t'es pas du tout dans ce délire-là non plus. Non, pas trop, mais je trouve que c'est fascinant. Tu vois, là, c'est pareil. En fait, le sujet là de la simulation, d'ailleurs, en fait... il vient se mélanger à le réel nous dépasse complètement. Et donc là, tu vois, avec le sujet des ovnis, Trump qui veut déclassifier, ouais. Qui les a déclassifiés, ouais, la fin, qui commence et tout. Enfin, on est un peu en mode, on est où? Et donc en fait, non, ce que ça a changé vraiment dans ma vie, c'est que ça m'a aussi conduit à faire cette auto-enquête et à me poser la question, mais attends, mais moi, je suis quoi? Et qu'est-ce qui me conditionne, en fait? Et ça a été une traversée assez douloureuse par moments, mais en même temps extrêmement lumineuse, parce qu'en fait, c'est génial quand tu commences à te défaire, en fait, de tes propres pare-feux, quelque part, pour parler en termes informatiques. C'est incroyable, mais ça demande un boulot. Donc, en fait, ça m'a vraiment mis de me poser la question, c'est quoi la réalité, c'est quoi la conscience? Ça m'a mis sur le chemin de aussi détricoter cette première simulation qui est nous-mêmes, finalement. Et paradoxalement, je pense que ça m'a aidé à beaucoup mieux habiter le monde, en fait. Être plus conscient, être plus ici, être plus aussi tourné vers les autres. Et moi, ce bouquin, je le vois un peu comme ça. Je le vois un peu comme un petit service aussi à l'humanité, une invitation à dire,
en fait, sans dire ce que l'on doit penser, c'est juste une invitation à repenser un peu les cadres, quoi. Ton regard sur la Silicon Valley aujourd'hui, c'est quoi? Bah, je suis à la fois très techno-critique, tu vois, genre je suis pas dupe en fait des intérêts que la tech Financier, peut servir, tu vois, et des intérêts financiers notamment et politiques. Et je suis quand même, tu vois, toujours très dubitatif par rapport à la manière dont, en définitive, notre attention est piratée pour nous vendre des trucs, in fine. Donc, et je suis aussi dubitatif un peu à l'égard des repentis, tu vois, qui après avoir joué un peu les apprentis sorciers, viennent s'excuser et font des conférences et se gavent aussi sur le dos de la bête en disant je suis désolé, on n'a jamais dû faire ça, etc. Tu penses à qui? Je sais pas, il y a Tristan Harris, par exemple, non, qu'on a fait un business, quoi. Mais en contrepartie, la tech, moi, ma vision, c'est qu'elle est neutre en soi. C'est jamais qu'un outil. Et c'est absolument, c'est à nous en fait d'investir les usages et de l'emmener vers le bien ou le mal. Enfin, c'est un peu l'analogie du couteau. Tu peux tuer quelqu'un ou tu peux couper une patate, quoi. Mais moi, je pense que la technologie, tu vois, on dit aujourd'hui, elle est au service des puissants, mais ça, c'est rien de nouveau. La technologie a toujours été au service des puissants. La vraie question, c'est qui sont ces puissants aujourd'hui? C'est-à-dire qui elle est effectivement entre nos mains. On peut nous en faire quelque chose, on en hérite et on a quelque chose à faire avec qui est intéressant. Mais ce qui est dangereux, effectivement, c'est les puissants et eux, comment est-ce qu'ils vont l'utiliser? Là, je sais pas si tu as vu, la Maison-Blanche veut maintenant réguler, alors qu'elle disait qu'elle voulait pas du tout réguler l'intelligence artificielle, et veut mettre en place une sorte de comité un peu comme le FDA pour les médicaments, pour savoir quelle intelligence artificielle peut sortir, quel modèle peut sortir et quel modèle ne peut pas sortir, un peu comme les médicaments. Et donc, bien évidemment, ils vont garder les modèles pour eux. Mais ça, rien de nouveau. On l'a déjà eu à l'époque avec le nucléaire ou d'autres technologies par le passé. Donc, la question, c'est qui ces puissants, quoi, en fait, oui. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est vrai que c'est utilisé pour fabriquer des armes de nouvelle génération, etc. Mais bon, ça permet aussi de découvrir des médicaments. Donc en fait, c'est toujours le même truc. Ça dépend de quoi on l'investit et ce sera toujours comme ça avec la technologie. Mais c'est un peu l'hypothèse, une des hypothèses sous-jacentes de mon précédent roman, là, le syndrome de Palo Alto. C'était aussi de poser un certain nombre de personnages qui évoluaient dans la Silicon Valley avec ceux qui étaient complètement à la dérive et qui l'utilisaient, voilà, à des fins pour le coup pas du tout positives. Mais il y avait aussi un personnage pour qui en fait la technologie c'était un outil d'émancipation. Et en fait, je trouve qu'il y a ça. Et voilà, et moi je suis quand même un techno optimiste, ou en tout cas oui, à un certain endroit, sans être techno BA, et un techno enthousiaste, tu vois. Enfin, j'adore découvrir des nouveaux trucs. Enfin, vraiment, là l'autre jour quand je teste le casque de réalité virtuelle, mais ça m'émerveille en fait, je trouve ça dingue. Et quand en fait ChatGPT me permet d'écrire un livre qui est meilleur qu'il aurait été sans ChatGPT, tu vois, pourquoi je m'en priverais? Bien sûr que non. En plus, il est très réussi. Donc, je sais pas. Moi, je te félicite, toi. Mais peu importe si tu l'as écrit avec un stylo bic 4 couleurs ou avec du ChatGPT dedans. En tout cas, le résultat, il est très réussi. Je vous invite véritablement à le lire. C'est passionnant. J'ai une dernière question pour toi. Si demain, je t'apportais la preuve absolue qu'on vit dans une simulation, tu vois, parce que là, tu ne fais que tourner autour sans avoir véritablement la preuve absolue. Mais si je te la donne, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Rien du tout. Non, ça changerait rien parce que écoute, moi je veux pas m'étendre dessus, mais j'ai eu une expérience notamment de psychédélique où quelque part j'ai eu l'impression de toucher à l'espèce de degré ultime de la réalité qui venait confirmer peut-être à un certain endroit, tu vois, ce truc-là. Mais en fait, ça n'a rien changé. Enfin, t'es revenu et on est là, quoi. Ouais. Non, parce que effectivement, ces expériences-là, et c'est vrai que ces psychédéliques permettent justement ce voyage, quoi. Ouais, je pense qu'on revient même plus serein, quoi. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui ont eu des mauvais trips, quoi, en fait, des bad trips, quoi, en fait, là-dessus, mais quand ça se passe bien, quoi, tu reviens avec plus de sérénité, quoi, par rapport à
Et les bad trips aussi. Bon, moi, Ouais. dans le livre, je raconte un sacré t'as bad un sacré trip. bad trip dans le parc, Et là. ouais, je raconte un gros bad trip. Mais en fait, de ce bad trip, pour le coup, il y a de la lumière qui émerge. Parce qu'en fait, l'intérêt du bad trip, c'est que ça te donne aussi, un peu comme un sale truc qui t'arrive dans la vie. En règle générale, en fait, ça permet de comprendre des trucs. Enfin, il n'arrive pas totalement pour rien, le bad trip. Il est activé par un certain nombre de choses. Donc, Non, mais c'est que les gens sont très attachés à notre réalité, ce qu'eux appellent la réalité. Et en fait, quand tu découvres ça, tu te dis qu'il y a ce que nous, on appelle notre réalité, nos petits trucs du quotidien, n'ont pas beaucoup d'importance, quoi. C'est pas très grave, quoi, tout ça, quoi. c'est clair. Mais bon, en tout cas, au sortir du livre, je serais pas capable de dire si on est dans une simulation ou pas, du coup, tu vois. Ouais, tu sais toujours pas, quoi. Toi, tu sais? Je sais pas. Mais c'est intéressant. En fait, ce que moi, je me dis, en lisant ton bouquin, je me suis dit, on s'est débarrassé de plein de choses, notamment, alors, elles sont toujours présentes, hein, ces religions, mais il y a de plus en plus de gens qui, en tout cas, ont la capacité de s'en écarter, parce qu'il y a eu une époque, c'est pour ça quand j'entends les gens de l'extrême droite nous expliquer que la France est une société de culture catholique, chrétienne, à l'époque, on n'avait pas le choix. Hein. Donc, sinon, on te foutait sur un bûcher. Donc, forcément, tout le monde était chrétien. Hein. Donc, ça réglait le problème. Alors, aujourd'hui, on a cette liberté de pensée qui nous permet de nous écarter un petit peu de choses qui nous étaient imposées. Mais en même temps, on a perdu une croyance, quelque part. Et que je pense que il y a plein de gens aujourd'hui, et peut-être nous, hein, d'ailleurs, on en est la preuve, on a besoin de croire en quelque chose, on n'a pas forcément besoin de croire en le dogme qu'on nous avait proposé par le passé. Et je pense que dans la Silicon Valley aussi, ces gens-là sont très seuls et on a besoin de croire en quelque chose, et que peut-être que cette intelligence artificielle, ce dont on parle là et tout ça, c'est peut-être un nouveau Dieu. Donc il faut faire aussi attention à ça, parce qu'il y a plein de croyances. Donc oui, peut-être que j'ai envie d'y croire aussi, quoi, tu vois. En tout cas, tu m'as bien occupé l'esprit pendant 2-3 jours, et je te remercie en tout cas pour ça. Avec grand plaisir, c'est génial. Merci Loïc. Bah, merci à toi.